Ce qui fait que je bouge, c'est qu'en mai 2024, on va en Afrique du Sud avec Isma, toute l'équipe. Il y a certaines personnes dans l'équipe qui te font comprendre que ouais, t'es juste closeuse en fait. On a analysé les datas et je lui ai dit regarde, j'ai vu 3 problématiques. Problématique numéro 1, problématique numéro 2, problématique numéro 3, tu vas mettre telle solution en place, tu vas le pitcher. Je lui ai dit tu vas le pitcher 3K plus un pourcentage. Il est parti, il s'est chauffé, il a pitché 4K5 plus un pourcentage, il a signé. Il a fait 26 000 € avec cette activité. Lead gen 1111, en LTB t'as 454, Schwab 309, pitché 295, en close 190, collecté 433 628, en contracté 626 000. Right. Hello Anouk. Bonjour Anthony. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très 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 bien. Je me rappelle il y a quelques jours quand je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Et ensuite je t'ai relancé en te disant veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? Je me suis dit cette approche est sympa, Ouais. on va répondre et on va voir. Ouais, le follow-up c'est important. Ça c'est sous-côté. C'est sous-côté. Tellement sous-côté le follow-up. On est dans le monde de la sales, c'est important de savoir les méthodologies qui permettent d'avoir du résultat. Anyway, là je suis là pour parler avec Anouk, donc invité sur ce podcast pour pouvoir échanger de ce qui se passe réellement après le closing. Mais je pense que la première des choses, avant de pouvoir aller plus en profondeur, c'est déjà de comprendre qui tu es. Qui tu es Anouk, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu peux nous partager un peu qui tu es? Yes, moi du coup, je m'appelle Anouk, j'ai 22 ans. J'ai un parcours traditionnel, on va en parler un petit peu plus ultérieurement vis-à-vis des études et de l'école de co. Et je suis sales initialement et donc j'ai à terme développé un accompagnement pour aider les infopreneurs et infopreneuses à développer leur partie sales, à booster leurs ventes, à structurer leur process. Ok, très bien. Du coup, merci pour ça. Tu vois, juste avant de démarrer dans ce monde où tu coaches maintenant des infopreneurs, par où tu es rentré en fait dans la petite porte du sales? Par où est-ce que tu es rentré? La toute première expérience que tu as eue en sales, même avant de parler du closing, parce que si tu me parles de sales, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose avant. C'est quoi la toute première expérience que tu as eue? Moi, ça remonte à très longtemps, parce que mon grand-père a une pépinière, il est pépiniériste, donc il vend des fleurs. Ok. Oui. Et donc, j'étais souvent sur les événements et je l'aidais à vendre. Tu sais, déjà depuis toute petite, j'étais dans ce milieu-là où je faisais le change, j'allais apporter les plantes, je négociais. J'étais déjà dans cette négociation-là à 6 ans, 7 ans, même un petit peu plus tard, à dire à mon grand-père « Mais là, t'aurais pu le vendre plus cher, pourquoi t'as bradé ?» Tiens, je t'ajoute ça, cette plante, elle est magnifique. Et en fait, j'ai toujours eu cette fibre vraiment commerciale où je me suis dit, je savais déjà vendre et négocier, tu vois. Et je me rends compte de ça. Et aussi avec mes parents, j'ai toujours eu tout ce que je voulais et j'étais bonne en négociation. Ok. Donc toi, c'est la négo, c'est vraiment depuis le berceau, tu as toujours négocié ta réalité pour avoir ce que tu voulais. Même si le sales, c'est pas vraiment de la négociation, mais c'est en même temps faire des compromis et trouver un terrain d'entente pour avoir un deal. Ça, c'est vis-à-vis de comment j'ai appréhendé. Comment tu as appréhendé. Exactement. Ouais. Ensuite, j'ai eu une expérience en parallèle de mes études. On va y revenir. Mais j'ai un ami qui avait une agence OFM qui m'a contacté, qui m'a dit « Anouk, j'ai besoin de personnes pour prospecter, pour envoyer des messages. Donc, ton but va être d'utiliser ton compte Instagram, pour que je mets des deals, d'aller contacter tes copines et de les closer, tout simplement. J'ai fait ça très rapidement parce que j'étais pas alignée, mais c'était la première vraie expérience. En parallèle, du coup, de ma prépa. Ouais, 100%. 100%. En plus, tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un aussi pareil, qui avait commencé par la porte de l'OFM et me disait qu'il a arrêté finalement. Il est en train d'arrêter parce qu'il n'est pas du tout aligné avec ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a plein de business qui se lancent aujourd'hui. Et c'est important d'avoir un business qui nous permette de s'épanouir, de faire du cash, tout en étant aligné avec ses valeurs, c'est le plus important. Ok. Du coup, donc tu as commencé par là. Et qu'est-ce qui. En fait, avant de faire de l'OFM, est-ce que tu avais déjà vendu dans une structure ou quoi que ce soit? L'OFM, c'était très rapide. Ok, mais avant de faire closeuse ou setteuse, tu avais déjà vendu, je sais pas, dans une structure, en tant que sales, dans une boîte ou quoi que ce soit? Absolument pas. Moi, j'étais en prépa. C'est-à-dire qu'en sortant du lycée, je suis allée en classe préparatoire parce que moi, je suis le type de profil déjà d'entrepreneuse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'idées, tu sais, 1000 idées à l'heure, et je voulais entreprendre, je voulais créer des boîtes et pouvoir être libre aussi. Et je me suis dit, la voie la plus adéquate va être la classe préparatoire. Aller en école de commerce, trouver des investisseurs pour développer ma boîte. Sauf que je me suis rapidement rendu compte de la réalité qui est que l'école de commerce, ça va juste te formater en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, donc soirée, association, etc. Et la prépa, c'était juste du bourrage de crâne. 100%. Et qu'en fait, là-dedans, tu avais difficilement la perspective professionnelle, en tout cas vraiment de construction entrepreneuriale. Et voilà. Ok. Donc, du coup, toi, tu démarres, tu sets. En plus, le setting, c'est hardcore. Le setting, c'est hardcore. Tu dois envoyer du volume. Tu te rappelles du volume que tu mettais pour booker? C'est pas l'expérience la plus importante. C'était vraiment très rapide. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me dire que le business en ligne était important. Parce que moi, je m'étais déjà intéressée également à l'e-com, avec Yomi, tu sais, quand j'étais encore au lycée. Parce que j'étais trop jeune, j'ai 22 ans. J'avais 17 ans à l'époque. T'as commencé à quel âge? De quoi? L'entrepreneuriat. J'avais commencé à faire un petit com, j'avais pas investi dans des accompagnements. Et donc, j'avais pas assez de levier, tu vois, pour vraiment développer. Forcément, j'avais pas investi dans mes compétences assez. Et donc, ce que je disais, c'est que cette expérience de setting en OFM a été très, très courte. Mais ça justement, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le switch. C'est quoi le switch où tu as commencé à te dire, OK, là, il me faut plus de levier, il me faut plus de compétences, il faut que je sois en mesure d'avoir de véritables skills pour être en mesure de faire plus?
Exact, je vais t'expliquer comment. En fait, pour parler de ce switch-là, il faut vraiment approfondir sur ma situation à l'époque. À l'époque, j'étais en classe préparatoire, c'est-à-dire que quotidiennement, je passais 20 heures à travailler, un peu moins, j'abuse. Pendant 2 années, j'ai pas pris de vacances. C'était travail. C'est très compliqué la classe préparatoire. Et moi, en fait, je me disais, ok, je vais finir en école de commerce, potentiellement, je vais juste avoir un CDI où je vais très bien être payé. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pouvoir être libre. Je voyais tous les entrepreneurs qui émergeaient sur les réseaux sociaux, qui vendaient la liberté, Dubaï, Bali, une liberté que je pouvais moi aussi avoir et que je voulais. C'est pas que je pouvais avoir. Et je me disais, comment je peux le faire? J'avais ce petit truc dans ma tête, tu vois. Mais c'est quoi le drive? Parce qu'en soi, là, t'es jeune, Mon why? t'as 17, 18 ans. Non, mais là, t'es drivé. là, j'ai 19 ans. Là, t'as 19 ans à ce moment-là, mais t'es drivé et t'as envie d'avoir plus. Qu'est-ce qui te pousse comme ça? J'ai toujours eu ce drive-là. Je pense que c'est profond, c'est-à-dire que je suis une femme dans l'entrepreneuriat, d'accord? Moi, je suis très conservatrice. Je pense que, tu sais, un homme est là en tout cas, notre homme est là pour subvenir aux besoins de la femme, pour l'aider, pour lui apporter de la sécurité. Mais moi, j'ai connu que des femmes dans mon entourage qui étaient dépendantes d'hommes, qui ne pouvaient pas faire réellement ce qu'elles voulaient parce qu'à chaque fois, c'était, oh, il y a cet homme-là qui peut me permettre vraiment d'avoir la vie que je souhaite. Et ça, c'est une situation et un sentiment dans lequel je ne veux pas être. Je ne veux pas être dans cette situation-là, devoir dépendre d'un homme. Donc voilà pourquoi j'entreprends. Donc ce drive-là, c'était, j'ai des grands objectifs, j'aime les belles choses. J'ai été élevée, ma grand-mère était une princesse du Vietnam, elle a connu le tout Paris, donc elle avait Rothschild, enfin elle avait Churchill, etc. qui déjeunait à sa table. Donc j'ai été élevée dans ce monde-là où elle m'a parlé de la belle vie, elle m'a montré aussi. Donc ça m'a toujours donné envie. Je me suis toujours dit, moi, j'irai chercher cette vie-là. Sauf que je vais pas aller la chercher. Je pourrais me dire ça, je vais la chercher via un mari, mais je veux pas aller la chercher via un mari. Tu voulais aller la chercher via tes propres moyens? Pas que. Oui, parce qu'un mari, c'est important. Mais aussi, je veux pouvoir être indépendante parce que je veux pas avoir ça et me dire, ok, s'il y a un souci, si on me trompe, si ça va plus, parce que ça arrive, bah, je suis dépendante. Donc ça vient de là, ce why. C'est, je veux pouvoir être réellement libre, accéder à des grandes choses, tu vois, au monde, en fait. Je le disais dans un podcast précédent, c'était, moi, je veux pouvoir tester tous les terrains de jeu du monde. Et l'argent me permet d'aller chercher ça. Je suis une vraie bonne vivante et j'aime la liberté. J'ai besoin de liberté, tu vois. Et donc, c'est pour ça, c'est ça mon why. C'est aller chercher ma liberté à tout prix. Et pour ce why, moi, déjà, ça m'apporte plus de clarté. Ça fait un petit moment qu'on parle. Mais tu m'avais jamais expliqué ton why. Là, tu viens de me l'expliquer. À côté de ça, il y a cet aspect où, du coup, ce why te pousse à transitionner, à chercher à avoir plus de levier, plus de compétences et à commencer, puisque tu m'as dit juste avant, j'avais pas encore assez investi sur moi. Parce que ça, c'est un sujet, j'en parle beaucoup dans mon contenu. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent atteindre des objectifs, mais qui sont en scarcity mindset. Ils sont pas en capacité de faire le nécessaire, d'investir, de prendre ces risques pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc toi, tu as ce déclic et tu te dis, ok, il me faut plus de levier, plus de compétences, et tu commences à investir sur toi. Et qu'est-ce qui se passe après? En fait, je me suis pas dit ça directement. J'en ai eu conscience, j'ai acheté des livres. J'ai commencé avec Père riche, Père pauvre. Donc en parallèle de la prépa, Père riche, Père pauvre. Et là, je me suis dit, ok, il y a d'autres modèles. Et moi, il faut que je casse avec le modèle traditionnel qu'il y a dans ma famille où mes parents sont fonctionnaires. Ils pensent que c'est la seule possibilité donc, de faire des études. Et moi, je me suis dit, en fait, là, il y a un truc qui est plus intelligent à faire. Il y a l'entrepreneuriat. Ok, donc toi, ta voie vers vraiment ce mindset, on va dire, c'était les livres. Tu as commencé par les livres. Ok. Totalement. Et en fait, j'ai vu le closing comme un moyen. C'est un véhicule, c'est pas une finalité en soi. 100%. C'est une compétence. Je suis heureuse d'avoir choisi le closing, mais j'aurais très bien pu choisir le community management. J'aurais très bien pu m'inscrire chez Justine Roy, tu vois, dans de l'e-com, peu importe. C'est juste qu'à l'instant T, je rentrais justement de Paris en 2023, fin janvier. Je sortais d'une relation assez compliquée et j'ai vu une publicité d'Ismaël, je les voyais déjà passer. Je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est. La meilleure opportunité 2023. J'ai cliqué et en fait, je suis passée à l'action directement. 3 semaines des concours. Et c'est là où tout a commencé à changer. Parce que j'étais vraiment, et tu vois, j'étais vraiment dans un mood très compliqué. C'est-à-dire que l'école. Qu'est-ce que tu veux dire par mood? Ouais, je vais t'expliquer. Je me voyais en fait en prépa, pas à ma place. Moi, j'ai toujours été un peu en dehors du cadre, un peu le mauvais petit canard. T'es différente, t'as d'autres objectifs, d'autres ambitions, t'es pas comme moi. Toujours été comme ça. Et la prépa, je sentais ça vis-à-vis des gens, et encore, on va dire, on s'en fiche de la vie des gens, mais vis-à-vis des profs aussi. Et en fait, je me rendais compte que la voie que j'étais en train de prendre n'allait pas me permettre d'atteindre mes objectifs. En tout cas, ça allait prendre beaucoup de temps et j'allais perdre des années. Et du coup, tu te lances. Donc surtout, je me sens mal parce que j'ai l'impression de ne pas être à ma place et j'ai ce truc où tous les matins, je me regarde, tu sais, je me voyais de haut, je me dis, waouh, en fait, c'est pas la vie que tu veux, ma chérie. Donc, va mettre d'autres choses en place. Et c'est là où Ismaël est tombé extrêmement bien. Et c'est là où j'ai retrouvé le peps. Parce que j'étais devenue un légume. J'allais pas en cours le matin. Je me réveillais à 10h en pleurs, en trouvant des excuses, tu sais. Je trouvais toujours des nouvelles excuses pour pas aller en cours parce que je me sentais pas bien. Et du jour au lendemain, closing mastery. Donc là, je me suis remise à aller un petit peu en cours et tous les jours, c'était formation. Dès que j'avais des dispos, je me formais. Même en cours, je me formais honnêtement. 3 semaines certifiées. 3 semaines, je commence à closer. En plus, de ce que je sais, la certif, elle est quand même assez lourde. Il y a pas mal d'étapes à passer avant d'être certifié. C'était à l'époque en plus. Donc c'était encore pire que. C'était encore plus hard. C'était pas la même. C'était pas du tout la même chose. C'était pas du tout la même chose. Et la moyenne, c'était 1 mois et demi. Moi, 3 semaines en parallèle des cours. Sachant que j'avais déjà un rythme hyper soutenu. Donc quand les gens te disent j'ai pas le temps, moi je trouve que c'est du bullshit. Parce que j'ai réussi à suivre une formation, à me former, à commencer à travailler en ayant la préparation de concours. Tu vois. Ouais, 100%. En réalité, il y a toujours une manière de pouvoir s'organiser. Parce que tu vois, c'est comme tu peux être un père de famille, aujourd'hui je le suis, marié avec un enfant. Très bien. Et il y a cet aspect où tu peux te dire, bah, j'ai pas le temps parce que j'ai un enfant en bas âge, etc. Mais la raison pour laquelle tu as une objection de temps, c'est aussi la raison pour laquelle tu peux faire les choses. Tu peux te dire, ok, j'ai pas le temps donc je ne peux pas le faire. Ou j'ai pas le temps, enfin, j'ai un enfant donc je ne peux pas le faire. Ou j'ai un enfant donc je dois le faire.
Et du coup, c'est pour ça que je vais trouver des solutions, c'est pour ça que je vais me donner à fond, c'est pour ça que je vais faire des nuits blanches, des sacrifices, des choses qui vont me permettre de pouvoir sortir de cette condition. Et justement, pour parler du closing, comme ça nous permet d'avancer dans ce sujet du closing de, ok, tu commences à closer et je sais que tu as performé. Du coup, j'ai envie d'en parler, de pouvoir parler de cette performance, de comment ça se passe, de comment... Ce qui se passe après, c'est le meilleur aussi. Exactement. Déjà, je pense que tu as le why le plus fort. C'est hyper important. Quand tu as un enfant comme ça, tu as forcément ton why. Ce qui est un peu plus compliqué quand tu n'as pas forcément de gosse de t'associer à ça. Donc moi, pour revenir sur mon parcours, donc closing mastery, là je commence à travailler sur l'e-com, je commence à avoir des premières commissions. Okay. Je mets en donc là, tu es closeuse dans une boîte en e-com. Ouais. Ok. Tu vends quoi? C'est quoi les packages, etc. 4005 directement, et il y en a quoi à 3000. Il y en avait aussi un peu plus élevé. Ok. Je travaille 10 jours parce que j'ai les concours. Pendant les concours, je peux pas du tout prendre de call parce que c'était vraiment compliqué. Donc je prends mon mois de concours à fond, je m'investis à fond. À la fin, ça finit le 7 mai, le 6 mai je crois. Là, on est en quelle année? 2023. Ok, 2023, ok. Je vais à La Réunion. Le 7 mai, je reçois, il y a Ismaël Ben, qui met une annonce sur Closing Mastery en disant je cherche des closers. Et moi, en fait, j'avais l'idée que Closing Mastery, les closers qui bossaient chez Isma, c'était les meilleurs. Okay. Et moi, j'étais là hyper déter. J'ai assisté à tous les coachings, j'ai assisté à tous les JDR. J'ai eu la chance d'être à La Réunion, d'avoir le décalage horaire. Et lui, il était à Dubaï, donc il l'a mis le matin hyper tôt, les gens n'étaient pas réveillés. J'ai envoyé directement un message au culot avec ChatGPT. J'y suis allée, j'ai dit ok, je veux bosser avec vous. Et c'est là où en fait, j'ai eu un onboarding qui a duré 1 mois et demi parce que au début, j'étais pas coachable. Je me remettais pas en question. Ça a été galère, tu vois. Il y avait des coms qui rentraient, mais pas assez de close. J'avais aussi. Et c'était sur quoi en particulier? Sur le closing. En gros, c'est quoi? C'est que tu pensais que tu étais capable de le faire tout seul, du coup tu voulais pas écouter les conseils, ou c'est que ou que c'est que tu ressentais que les conseils n'étaient pas pertinents, c'était quoi? Non, c'est que j'étais une petite nana de 19 ans qui moi je sais tout connaître à la vie et qui arrive et qui te dit moi je connais tout, je pense tout bien faire parce qu'en fait j'ai le cerveau qui fuse, tu vois, et je pense que je comprends directement, et au lieu de poser les questions parce que je comprends pas ou j'ai l'impression de pas comprendre, je pense que ce que je pense c'est la seule bonne chose, et du coup je vois qu'un seul côté de la pyramide. Petite parenthèse. Tu penses quoi de ce mindset de ces personnes qui sont dans une position et finalement qui pensent tout savoir, mais au bout d'un moment se rendent compte qu'en réalité, en étant coachable, il y a bien plus à aller chercher. Tu penses quoi de ce mindset? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à changer leur état d'esprit, pour qu'ils soient en capacité de pouvoir se dire, ok, si aujourd'hui je suis là et pas là, c'est parce qu'aujourd'hui il me manque des choses pour être en capacité d'aller de l'autre côté. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a tout savoir, c'est-à-dire que je pense qu'il faut pas quand même remettre en question totalement tout ce que tu dis constamment, parce que sinon c'est pas possible. Il faut quand même être confiant, surtout quand tu te développes vraiment dans le business, parce que sinon tu te fais marcher dessus. Mais par contre, faut écouter ceux qui sont là où tu veux aller, parce que ça c'est la différence. T'écoutes pas les brocs, où t'apprends et t'écoutes et tu prends d'une oreille. J'ai mon ami Kika qui m'a dit quoi? Il m'a dit parle aux riches, écoute les pauvres, mais écoute les brocs pour savoir ce qui les attire. Et comme ça, tu sais comment les repousser. Surtout que si c'est des brocs qui sont intelligents, ils écoutent les riches et peut-être ils sont derrière toi, mais juste derrière toi, ils vont passer devant. Donc il faut toujours écouter tout le monde. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose, va creuser pourquoi il te dit ça. Essaye de comprendre et t'en tires les leçons. Je pense que c'est comme tout, il faut juste faire la part des choses. Mais par contre, et c'est la même chose pour les riches, t'écoutes leurs conseils, tu les implémentes. Un jour, on m'a dit implémente. Mais tu mets vraiment à fond, tu mets le maximum d'énergie dessus. Ça fonctionne pas, tu vas le voir, tu lui dis et ma cocotte ou et mon coco, ce que tu viens de me dire, ça fonctionne pas. Et là, il va s'investir encore plus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des gens qui viennent me voir, qui me disent Anouk, donne-moi des conseils, et je leur donne les conseils, et après ils me disent là j'ai des résultats mais il manque un petit truc, mais tu t'investis encore plus et tu fais tout en done for you, et t'es là et tu le fais vraiment avec la personne parce que c'est ton intégrité aussi qui est mise en jeu, tu vois. 100%. Donc c'est ça, c'est en gros avoir le juste milieu entre j'ai des compétences, je vais pas les mettre de côté parce que forcément je les ai construites et ça m'a permis d'arriver à un certain développement personnel qui me permet de pouvoir monter sur des offres, closer, faire du cash, etc. Donc je dois pas tout jeter à la poubelle, mais je dois être ouvert. Finalement il y a une chose, il y a quelqu'un qui disait une des plus grandes barrières à l'apprentissage, c'est le fait de penser de savoir. Parce que si tu penses savoir, tu vas pas t'investir pour apprendre. Totalement. Et tu vois, de garder cet état d'esprit de ok, aujourd'hui, si j'en suis pas encore là où je veux être et que je suis encore là dans ma situation, c'est qu'il me manque des connaissances. Bien sûr, regarde, qu'est-ce qui différencie l'employé de McDo du PDG? Des skills, des skills, mais les skills viennent de connaissances. Donc développe tes connaissances pour pouvoir développer des skills, mais les skills passent donc aussi par la pratique. Parce que quand on te dit par exemple tu sors d'école de co, tu payes, tu as des connaissances, ok, mais les skills tu les as pas. Donc il faut aussi un bon intermédiaire entre la pratique et la théorie. Et je pense qu'il y a aussi l'aspect mindset. Tu vois, c'est pour ça que j'en parle, dans le sens où finalement, si tu croyais fermement que tu pouvais avoir un job dans lequel tu es payé 10K, t'allais aller postuler dans des jobs où tu peux être payé 10K. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne penses pas que c'est possible. Par exemple, tu as des closers aujourd'hui sur le marché qui font du cash, qui se disent ok, je pourrais gagner plus en tant qu'head of sales. Là je fais une parenthèse par rapport à moi, à mon activité, et quand ils vont facturer des infopreneurs pour leur demander de devenir head of sales chez eux, ils leur demandent 1%, 2%, 4%. Ah, j'ai déjà vu. Pour pouvoir gérer leur sales team, alors que ça a de la valeur. Oui, mais ça dépend derrière de tes compétences. Tu vois, par exemple, moi en tant qu'head of sales, je prends 15%. Mais parce que les résultats qui vont être derrière et le ROI que tu vas avoir, il va être tel. Il faut quand même, je pense, remettre l'église au milieu du village vis-à-vis des compétences. Quand tu es juste closer, que tu n'as pas forcément de compétences, que tu as des personnes, tu vas pas directement dire je price 15. Tu vois. En fait, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. C'est comme les gens qui viennent de développer une offre ou qui viennent de se lancer sur le marché infoprenarial et qui me disent je facture 200, 300, 400 euros par heure. Attends, non.
en consulting, il faut remettre les choses, il faut être en adéquation avec notre prix, parce que tu as des gens, pour moi, qui se sous-valorisent, souvent les femmes, en termes de facturation, et tu as des gens aussi qui se survalorisent et qui n'ont pas de compétences et qui font payer trop cher. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de nos compétences et de notre pricing. Selon toi, c'est quoi le shortcut pour être en mesure de passer d'un pricing à 3% en tant qu'head of sales à 15%? C'est quoi le shortcut pour être en capacité finalement d'avoir ces compétences qui peuvent te permettre de pricer ainsi? L'expertisation, devenir expert. Tu vois, moi, à l'heure actuelle, à l'heure, je price 350 € en consulting, sur du sales, etc. Je ne priçais pas 350 € il y a un an et demi. C'est avec l'expérience, c'est avec la pratique. C'est parce que j'ai vu plein de situations différentes qui fait que si tu viens me voir maintenant, je suis plus en mesure de t'aider. C'est ça, c'est juste la pratique, les connaissances et ce que tu vas leur permettre d'avoir. Ok. Et du coup, avant d'aller dans ça, tu vois, avant de parler de sales, de qu'est-ce qui s'est passé après, on est dedans. Ok, allez, on commence à closer. On a des packages à 4005. Ça sort Closing du pif. Mastery. Closing Mastery. Non, je veux juste dire que c'est compliqué aussi par moment. Et même dans le sales, même pour moi, moi j'ai eu ce parcours chez Closing Mastery sur 2 ans où au début, j'étais là, ça closait pas trop et j'étais là à dire à Ben, par contre, tu me laisses mes calls, tu me laisses mes follow-up, je vais aller les chercher, je vais aller chercher des clauses, tu me les laisses, d'accord? Et tu vas me faire intégrer la sales team principale et je te le dis. Et je lui disais ça. Il me disait, ouais, non. Je suis en mode, non, Ben, tu me laisses là, je vais intégrer les agendas et tu vas voir. Et ça n'a pas été, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ça n'a pas été forcément facile au début. Je suis allée chercher mes clauses, il m'a intégré et je suis devenue une killeuse, mais je me suis dépassée. Et j'ai fait des gros résultats, tu vois. Tu tournais à combien à peu près par mois en closing? Tu collectais combien pour l'infopreneur? Et toi, tu collectais combien en com du coup? L'accompagnement d'ISMA, il y avait pas mal de paiements plans. C'était sur du B2C, il y avait du CPF, paiement 2 mois après. C'était une autre époque du B2C, tu vois. L'accompagnement était en moyenne, en panier moyen, avec le churn et tout, à 2005. Et je collectais entre 35 et 60, 70 des fois. Ok, donc ça tournait, tu tournais entre 5K 5K et entre 4 et 6K, on va dire. Ouais, à peu près. Ok, entre 4 et 6K. Et bah, toi, à ce moment-là, tu tournes entre 4 et 6K. Je vois aujourd'hui sur le marché, pour aller dépasser les 6K, 5K sur une offre stable, en général, ça nécessite parfois des challenges, ça nécessite des webinaires, ça nécessite il y avait tout ça chez ISMA. plusieurs choses. Et aujourd'hui, en fait, tu es dans cette condition où tu fais du cash. Mais qu'est-ce qui te pousse à... Finalement, tu fais du cash, c'est ce que tu voulais. Qu'est-ce qui te pousse à faire autre chose? Déjà, sur ce que tu viens de dire, quand tu dis, je vais t'expliquer, je vais y arriver. Déjà, chez ISMA, il y avait tout. Ça a été hyper formateur. C'est pour ça aussi que je suis restée. C'est parce que les webinaires, je les avais. C'est-à-dire que j'ai vu des webinaires, les différents modèles, j'ai vu tous les modèles. Organique, acquisition, ads, du webinaire, de l'affiliation, il y avait absolument tout. Et qu'est-ce qui fait que je pars sur d'autres choses? C'est parce que je me suis toujours dit, ok, là, tu vas aller chercher plus. Parce qu'en fait, sur une offre à 2005 en panier moyen, tu vas difficilement aller pouvoir chercher plus sans perdre ton temps, etc. Donc, quand tu es closer, tu n'as pas 150 000 possibilités d'évolution. Soit tu passes head of sales, soit tu vas sur le marché US, soit tu vas trouver une offre sur vraiment du high ticket sur le marché français. 100%. Tu vois. Sauf que trouver vraiment du high ticket sur le marché français, c'est plus compliqué. On est trouvé un après. Head of sales, je ne savais pas forcément comment trouver aussi des postes. On va pas se cacher. Au début, je te dis ça. Et aller closer sur le marché américain, je ne me sentais pas forcément. Et il y a eu un long moment où je suis restée dans ma zone de confort, où j'étais bien chez ISMA. Et je me suis dit, ok, je vais rester là-dedans. Et t'aurais pu rester en soi. Ouais, parce que je suis restée 2 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu bouges? En gros, est-ce que c'est par rapport au closing en lui-même? Est-ce que c'est par rapport à tes ambitions qui sont plafonnées à cause du closing? Qu'est-ce qui fait que tu bouges? C'est plus deep que ça. Ce qui fait que je bouge, c'est qu'en mai 2024, on va en Afrique du Sud avec ISMA, toute l'équipe. Et il y a certaines personnes dans l'équipe qui te font comprendre que t'es juste closeuse en fait. T'es juste sales, tu vois. Ouais, mais en fait, sans nous, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Sans nous, je vais pas dire, mais ce que tu fais ne sert à rien. Donc là, tu étais en séminaire avec toute la team et tu étais regardée de haut parce que tu étais closeuse. Bah, il y en avait, oui, en smart talk. Tu le sentais en fait que c'était t'es sales en fait. C'est en gros, les gens autour de la table, ils sont smart, mais toi, t'es sales. Ok. Et en gros, c'est quoi? C'est des personnes qui collectaient du cash? C'était quoi? Je vais pas approfondir là-dessus, c'est pas utile. C'est pas utile, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai ressenti ce truc de me dire, je suis pas plus bête qu'eux. Donc moi aussi, je veux en fait pouvoir développer un business. Moi aussi, je veux pouvoir être infopreneuse. Moi aussi, je veux aller chercher plus. Pourquoi je vais juste me contenter de 10% de la part du gâteau alors que je pourrais aller chercher plus? Et c'est à ce moment-là où j'ai investi 15 000 €. J'ai déjà réinvesti entre-temps. J'ai pris des accompagnements sur le marché US, en closing, Gordon, etc. J'ai d'autres accompagnements en sales. Je me suis pas concentrée que sur Closing Mastery. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais investir dans le développement de mon biz. Donc j'ai pris des accos, j'ai repris d'autres formations. Je me suis, on dira, j'investis 15K, mais je me suis mal associée. Je rentrerai pas sur le sujet, mais j'ai investi chez quelqu'un qui est pas forcément recommandable. Je sais pas si je cite son nom. Tu m'en as déjà parlé. Ouais. Tu sais que le plus drôle, c'est qu'il y a juste parenthèse, hier j'ai un podcast avec quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, enfin on en discute et tout, tu vois, on arrive sur le sujet, il me dit, tu sais que je devais lui faire un virement demain. Et à chaque fois, il y a ce truc de waouh. La personne, dès qu'il y a quelqu'un, en plus pourtant il signe pas beaucoup, il signe pas grand monde, dès qu'il doit faire un virement, la personne est en call avec moi la veille. Genre comme si j'étais son karma, tu vois. Elle te rencontre. Bref, c'est pas le sujet. Moi, tu sais, moi je le connaissais même pas personnellement, j'avais déjà entendu son nom. C'est pas le sujet. Honnêtement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que grande valeur. Ouais, c'est que en fait, j'ai pas forcément bien investi parce que je suis partie sur ce biz là. Il m'a pas plus apporté que ça sur le business. Il m'a appris du coup que tu investis, mais il y a aussi des gens qui sont pas forcément recommandables. Et ça permet toujours d'avoir de l'expérience et d'avoir des leçons, d'en tirer des leçons, tu vois, qu'importe comment tu investis. Et aussi, moi, d'être plus à l'aise
derrière à demander et à faire en sorte que les gens me payent des 15, 20, 30 000 parce que j'ai closé pour des offres à 15, 20, 30 000 aussi. Donc à partir de là, en fait, ok, tu closes, tu passes closer sur des offres à 15, 20, 30 000 ou d'abord tu fais quelque chose d'autre? Je continue ISMA à fond. ISMA, j'avais pris d'autres offres en parallèle. J'étais passé de plein de détails, mais j'ai closé pour des offres avec de l'OPCO, sur du call. J'en ai fait d'autres, tu vois, des trucs. J'en ai fait plusieurs des offres en parallèle d'ISMA. Et je veux développer mon biz. Je vais à Bali en juillet 2025. 2024. Ok, donc là, tu es déjà en mode digital nomade, tu bouges. Le closing t'a permis de pouvoir commencer à avoir cette liberté. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Dès 2023, moi, j'emménage à Dubaï en août 2023. Je pars à Dubaï, j'achète un appart directement. Et je reste à Dubaï quelques mois. Après, je vais en Afrique du Sud, du coup, un peu. Je vais en métropole parce que j'avais un copain en France. Et je vais à Bali en juillet 2024. Là, je développe un biz. Sauf qu'en fait, en parallèle du closing, sauf qu'en fait, je me rends compte que développer un biz, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vas gérer le marketing. C'est quoi, un biz d'infopreneur? Ouais. Ok. C'était quoi comme business? C'était permettre aux influenceurs de structurer leur offre et donc de closer. Sauf qu'en fait, j'ai juste repris l'offre de la personne qui m'avait accompagné. Sauf que moi, quand je la pitchais à Bali, j'étais à fond. Mais quand je la pitchais à Bali, les gens, ils m'associaient à lui. Moi, je me suis dit non, je veux pas. Donc j'ai cut, j'ai repris le closing. Mais mes résultats chez ISMA étaient un peu plus faibles depuis l'Afrique du Sud. Ce qui s'était passé en Afrique du Sud, parce qu'en fait, j'ai eu un switch. Ouais, ça t'a impacté. J'ai eu un switch. Tu t'es rendu compte que tu étais destiné à plus et que tu avais pris beaucoup de valeur parce que, mine de rien, sans cette expérience dans ton parcours, je pense que tu n'es pas la personne que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as pris de la valeur, tu as pris de l'expertise, tu as pris des compétences et tu as aussi pris de l'assurance finalement. Mais là, il y a ce switch qui se crée où tu te dis, ok, donc parfois, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et aller là où il peut y avoir plus à prendre. Exactement. Il n'y a pas forcément toujours plus à prendre. Ça, c'est une particularité. C'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça que je suis. C'est pour ça que je suis restée aussi longtemps chez ISMA parce qu'en fait, quand j'étais sales, je me disais oui, mais en fait, est-ce que c'est mieux ailleurs? Tu vois? Et il y a eu ce truc, alors que bien sûr que tu as des closers qui gagnaient bien mieux. Mais oui, en fait, en Afrique du Sud, j'ai eu après des gros mois, bien sûr, mais j'ai eu ce switch où je suis allée à Bali, j'ai commencé à un peu moins travailler sur le closing et je me concentrais moitié de journée sur mon biz, moitié de journée sur le closing. Donc j'avais moins de commissions, mais ça me suffisait pour vivre à Bali. C'était mon choix, je vais à Bali, ça coûte pas cher, je développe mon biz. Et après quelques mois, je me suis dit ok, non, en fait, je vais pas être associée avec ce gars-là, même si je commence à avoir un peu de résultats, je veux pas, donc je cut. Et du coup, pourquoi t'as pas essayé de relancer une offre différente de ce business model? Je réfléchissais, mais j'étais plus accompagnée. Tu vois, parce que lui, j'ai coupé complètement. Et je demandais des conseils en interne. Et les gars chez Closing Mastery m'ont dit Madouk, en fait, arrête de t'éparpiller, concentre-toi à 100% sur tes compétences. Développe le sales à fond. Va continuer à te former, continue. Et après, t'en tireras une compétence. Les choses viendront en temps et en heure. Tu vois. Et c'est là où, j'ai eu une petite parenthèse MRR, c'est les produits MRR, la DWA qui est sortie l'année dernière. T'as fait du contenu un peu? Ouais. Okay. Ouais, parce que je me suis dit, en fait, moi, je sais développer un funnel, etc. Je savais en théorie comment ça fonctionnait aussi un peu en pratique. Bien, je fais de la création de contenu et je le vends. Sauf qu'en fait, création de contenu, c'est un job à temps plein. Et les gens se rendent pas compte de ça, mais développer une offre, c'est extrêmement dur. C'est deep. Développer une offre, c'est deep. Développer une offre, c'est dur. T'as le closing, c'est un skill qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et pour devenir vraiment expert, il faut du temps. Tu vois, moi, pour être expert, j'en ai investi. J'ai fait un contenu dernièrement qui parlait du scarcity. C'est que, en fait, finalement, quand tu es closer et que tu développes une offre, étant donné que tu es payé uniquement à la commission, en fait, si tu n'as pas saved up pendant que tu étais en train de faire du cash, quand tu crées une offre, le temps que ça puisse arriver, tu es dans une position de scarcity insane. Est-ce que toi, tu as ressenti, par exemple, qu'il peut y avoir une certaine forme de pression lorsque tu avais essayé de développer ton offre? Je gardais Closing Mastery. Ok. Je gardais ça pour me permettre d'avoir, et je vais t'expliquer le parcours, je gardais ça pour avoir justement, du coup, le palier, tu vois, la base. En janvier... Et donc j'avais des WA, etc. Et en fait, j'en avais marre. J'étais là à plus prendre de plaisir parce qu'il y a eu aussi des changements de management chez Closing Mastery. Avant, on était vraiment la sales team à l'américaine. On était tous potes, on était tous là à fond. Et ça a été un choix, tu vois, qui est acceptable en interne où ils sont redevenus vraiment professionnels, très corpo. Et moi, en fait, j'étais dans cette vibe où j'étais là, on se poussait tout, on se challengeait. Et en fait, je me sentais plus à ma place. J'étais là à râler, j'ai que des mauvais leads, j'ai que ci, j'ai que ça. Et en fait, en janvier, je me suis dit, ok, c'est bon, on coupe, on arrête. Donc j'ai cut, je suis allée sur du B2B parce que j'avais fait un peu de B2B, mais pas suffisamment. Donc B2B sur l'acquisition, la structuration, du scaling, agence, pas agence, sur plusieurs offres. Un peu aussi de sport, mais en fait j'en avais marre du B2C et j'avais ce truc d'ego où en fait je pouvais pas aller sur d'autres offres parce que je me suis retrouvée avec des head of sales qui étaient rentrés dans le closing 2 ans après moi. En fait moi j'étais en train de me dire attends, je peux pas, tu vois. C'est comme si enfin on peut apprendre de tout le monde, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais non. Mais il y avait cet ego qui te poussait à te dire en réalité potentiellement que je t'ai closé il y a 2 ans et maintenant tu deviens mon head of sales. C'est ça. Donc c'est comme ça que genre limite, tu vois, enfin j'ai eu du mal. Donc j'étais et c'était en gros c'était quoi là où tu as eu du mal, c'est par rapport à un manque de compétences de leur part ou un manque d'expérience perçue de ton point de vue. C'est ça. C'est-à-dire que moi l'infopreneur, je le connaissais, il m'a dit Anouk, je te fais un onboarding express, tu prends tes calls. L'onboarding a duré 4 semaines. Je te dis non en fait, c'est genre tu me donnes des calls, on voit les résultats et let's go. Et en fait, c'était le truc où tous les matins tu devais te remettre en JDR, tu devais remettre là, chez ISMA on avait 15 minutes tous les matins. OK, ça se va, t'es en huddle, tu peux le prendre dans ta voiture, tu peux le faire en faisant d'autres trucs, tu vois. Mon étant en Asie, là c'était tous les matins, 1 heure. Et en fait, moi ce cadre hyper salarial, j'ai du mal
Parce que là, il m'imposait en fait 1 heure de JDR, de coaching, etc. Mais moi, j'avais déjà 2 ans et demi d'expérience. Et en fait, ça me saoulait de refaire des JDR, brisage de glace, cadrage. Je me disais, mais en fait, j'ai l'impression de. Tu vois, je sais te faire du Picasso et on m'oblige à refaire des coloriages. Et encore, ça dure 1 semaine pour faire un test, d'accord. Mais ça dure 1 mois. À un moment donné, ça te saoule. Et donc, même les leads et tout, ça m'a gavé. Donc, je me dis, ok, je coupe. J'étais sur du B2B, je pars à fond sur du B2B. Attends, t'es parti à fond sur du B2B? Ouais. Okay. Je pars à fond sur du B2B. Je faisais déjà du conseil et du consulting. Je te passe plein de détails. J'aidais déjà des sociétés. J'étais déjà sur du conseil. Où les gens comment les missions viennent à toi à ce moment-là? Les gens me contactent. Ok, donc en gros, tu mettais du contenu sur ta. Comment les gens ils te contactaient? J'ai des DM sur les gens en recommandation. Les gens parlent, oui, Anouk, elle est bonne dans ce qu'elle fait parce que à Bali, c'est un petit monde et en Thaïlande, etc. Bah, toi, t'es là, je vois que tu parles bise. Je me rends compte que t'as ça comme souci. Je fais, mais pourquoi tu fais pas ça? Et là, bim, ton chiffre d'affaires fait x4. Et là, du coup, j'ai des recommandations. Donc, j'ai des gens qui viennent me voir quand même pour du consulting. Ils me disent, Anouk, est-ce que tu peux me vendre des heures, etc. Est-ce que tu peux me conseiller là-dessus? Et c'est là où je commençais déjà donc à développer SalesPerf avec des clients avec un peu d'equity, mais toujours avec du closing en parallèle. Okay. Et je me suis rendu compte que je pouvais encore plus le pousser à partir du moment où j'ai eu un infopreneur où en fait ils n'avaient pas toute la structure, parce que ça, je pense que les gens qui sont closers parmi les gens qui nous écoutent vont se reconnaître. Il y a dans beaucoup de sociétés des gars qui se disent ouais, je vais recruter des sales, il n'y a pas toute la structure. Et en fait, ils pensent que le recrutement, je finis juste là-dessus comme ça, je pousse l'idée au bout, ils pensent que le recrutement va se sauver et va leur permettre d'avoir une croissance et de scaler. Sauf qu'en fait, le recrutement doit avoir lieu quand tu as trop de volume. Ça n'a aucun sens. Le recrutement, c'est soit tu recrutes sous la contrainte, soit tu recrutes pour anticiper une contrainte future. Par exemple, un afflux de leads, ou par exemple le fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, dans une sales team que je gère actuellement, dans une sales team que je gère actuellement, on est dans une position dans laquelle on a des webinaires daily. C'est pas de l'evergreen, il y a quelqu'un qui le gère, et tous les jours il y a des leads qui arrivent. Ça veut dire que lorsque l'agenda il est rempli, ce qui se passe, c'est que les prospects ils sont là à 5 jours, 6 jours, 7 jours, et du coup je suis obligé d'avoir des personnes en tampon qui vont prendre des calls pour avoir des rendez-vous sur 48 heures, 24-48 heures, être en mesure de désengorger, éviter les show-up, les no-show, tu vois. Dans un écosystème où il y a du budget ads qui est investi, t'as du call, t'as des personnes qui viennent tous les jours. Exactement. T'as du volume. Donc anticiper cette contrainte-là. Mais demain, si tu penses que le setter que tu recrutes il va te sauver parce que t'as pas de génération de leads. Je pense qu'il faut dissocier setter et closer. Ouais, là je dissocie, t'inquiète pas. Parce qu'il y a beaucoup d'infopreneurs, regarde, il y a beaucoup d'infopreneurs qui sont dans cette position où ils se disent ok, je vais recruter un setter et le setter il va sauver mon biz parce que j'ai pas d'acquisition. De l'autre côté, je pense que c'est toi qui m'en parlais, c'est de faire du business comme un pauvre. C'est qu'aujourd'hui, tu bases tes efforts sur de la prospection, sur du outbound, c'est une stratégie. Mais si tu n'as pas d'acquisition et de lead gen propre à ton business, c'est difficile que ce soit sustainable. Il faut les deux. Moi, je pense qu'il faut du push et du pull. C'est-à-dire qu'en acquisition, il faut lancer la machine comme on fait là avec des podcasts, de la création de contenu. Ça prend du temps, ça crée la machine. Okay, et c'est l'effet boule de neige. Donc ça grossit au fur et à mesure. Mais il te faut aussi du push pour pouvoir aller chercher les gens qui viennent pas. Et moi, je pars du principe que tu recrutes pas de closer si toi, ton système n'est pas vraiment opérationnel et surtout si tu n'as pas assez de volume. Alors qu'en opposition, à l'opposé, un setter, tu peux le recruter à partir du moment où tu as déjà eu 1-2 clients avec ton processus outbound. C'est-à-dire qu'un setter, tu le mets oui, pour avoir l'acquisition. Mais il faut déjà que tu aies eu 1 ou 2 clients et que tu aies testé tes contents. Il va gagner combien par mois le setter s'il y a 1 ou 2 clients qui sont rentrés avant lui? Oui, mais tu crois qu'un setter, ça gagne combien sur le marché? Un setter, ça gagne 2-3 K. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai des setters qui gagnent 4 K. Parce que justement, il y a cet aspect où en fait, quand tu veux aller dans une direction dans laquelle tu penses que le setter va sauver ton écosystème, sache que tu es mort. Parce que la réalité, c'est la suivante. Quand tu commences dans le business et que tu n'as pas d'acquisition, tu vas te retrouver dans une phase où tu vas aller chercher les gens, certes, mais comment tu fais pour les nurtures? Comment tu fais pour les pré-closer? Comment tu fais pour être en mesure de leur apporter de la valeur avant le call à cause de ton acquisition et de ta présence? Je pense qu'il y a la dissociation à faire. Dans le funnel, tu as donc push ou pull, c'est-à-dire que ce soit de l'organique ou tu as plusieurs types d'acquisition. Ok, acquisition, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir tout ce qui va être ads, tout ce qui va être outbound, ads, tout ce qui va être création de contenu organique et tout ce qui va être prospection. Prospection, tu as mailing, calling et outbound en DM, tu vois. Et ça, c'est donc ton acquisition. Comment le lead va arriver à toi? Mais après, c'est une autre étape. Et je trouve que c'est là où beaucoup de personnes font l'erreur. C'est qu'ils mettent ça aussi dans la partie acquisition directe. Là, tu as une étape tampon qui est de qualification. Là, c'est là où tu as ton nurturing. C'est là où tu éduques et c'est là où tu qualifies pour chauffer le lead et pour qu'il arrive en appel avec l'envie directement d'acheter en connaissant déjà ton produit, en connaissant déjà ton offre. Ça passe par un appel de setting. Je donne des éléments. Un appel de setting. Ça passe également par l'envoi de contenu qui correspond exactement à son profil, donc des témoignages. Ça passe par l'envoi toujours de contenu qui, moi, on appelle ça une vidéo sales call.
une VSC, c'est Mathis qui appelait ça comme ça. Vidéo sales call. C'est une vidéo. Ce que tu vidéo. veux dire, c'est la vidéo qui va présenter ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. Et tu l'envoies avant l'appel, toujours en reposant sur des principes premiers, et tu envoies du contenu aussi pour traiter les objections que tu as perçues dans l'appel de setting. Ce qui va te permettre déjà d'avoir plus de clarté, ton prospect va avoir plus de clarté, plus de confiance, plus d'engagement, moins de no-show aussi, parce qu'il s'est déjà engagé dans des étapes et tu l'as pas juste pris à un appel en disant bon, c'est bon, t'as ton appel, et donc tu auras des prospects plus présents et plus engagés. D'après moi, ça c'est l'ancienne manière de faire du biz. Dans le sens où aujourd'hui, avec mon associé, on est passé de 20 000 à 100 000 euros en l'espace de 4 mois. Justement parce qu'on a cassé ces manières de fonctionner qui, pour moi, fonctionnent. Mais sont contraires à la psychologie humaine. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est la suivante. Si, dans ton acquisition, tu fais pas déjà ce travail de pré-closer les gens mentalement pour qu'ils arrivent dans les bonnes conditions, tu peux leur donner tout le nurturing que tu veux. Mais entre le moment où le call il est booké et le jour du call, il y a 1-2 jours qui se passent, on n'a pas toujours le temps de regarder la VSC ou je ne sais quoi, tu vois. Tu la regardes ? Pas toujours. Si tu engages bien. Toi aujourd'hui, tu prends un call avec moi aujourd'hui, tu prends un call aujourd'hui, entre aujourd'hui et le jour du call, tu as 3 avions. T'as 3 avions, t'as 3 avions, X, 5 Y, Z. podcasts. Mais par contre, si t'avais 3 avions, 5 podcasts, et tu connais les retards de Air France. Mais si par exemple, tu réfléchis déjà avec ma grille de pensée, à travers mon contenu, à travers mon acquisition, parce qu'aujourd'hui, tu peux soit te dire, ok, je fais du contenu pour attirer uniquement, soit je fais du contenu pour attirer, nurture et convertir. Et si dans mon contenu, je suis déjà en train de pré-closer mes leads, quand ils arrivent en call, même après avoir passé les étapes sans qu'ils aient vu la VSC ou je ne sais quoi, ils réfléchissent déjà avec la grille de pensée. C'est ça qui nous a permis de passer de 20 à 100K en l'espace de 4 mois, tu vois. Je dis pas le contraire, mais si tu regardes dans tous les gros écosystèmes, j'ai bossé dans des écosystèmes qui faisaient 500 000 euros par mois, j'ai aidé aussi des infopreneurs à passer de 10 à 80, etc. en 1 ou 2 mois, c'est mon mot qui part. Ça, tu l'as pas partout. C'est-à-dire que oui, quand vous avez une méthodologie avec Kika de création de contenu qui est vraiment sympathique, où vous développez un personal brand et vous allez vraiment deep dans la création du mofu bofu entre guillemets, en vous collant vraiment à l'ICP. Vous avez trouvé une méthodologie qui est bonne avec du très très bon copyright. Le copyright que vous avez est excellent. Donc oui, vous avez des gens qui arrivent plus éduqués et déjà plus closés. Mais en fait, sur le lot, tu as différents niveaux d'éducation. Tu as des gens qui vont arriver hyper chauds, ok. Mais tu vas avoir aussi des gens qui vont booker du call avec toi. Je sais pas combien de calls vous avez par semaine, mais au fur et à mesure, qui vont booker du call avec toi, qui seront un peu moins éduqués. Et ce qui va faire que pour augmenter cette conversion-là, il faut mettre aussi des process en place pour que ces gens-là aussi puissent monter en éducation et en conscience. Tu vois. 100%. Moi, ce que j'appelle un process pré-call, je te dis pas que la VSC c'est quelque chose à mettre à la poubelle, mais je te dis que c'est accumulé, tu vois. Bien sûr. Dans le sens où aujourd'hui, moi, je te rejoins à 100%. Et pour qu'on se ressente sur notre sujet, en soi, tu vois, par rapport à ce que tu as partagé, je suis complètement d'accord avec toi. Parce qu'il y a plusieurs manières de fonctionner, il y a plusieurs tunnels. Et en fonction du tunnel, forcément, l'approche et la stratégie va être différente. On peut leur donner du technique en soi, je pense que ça apporte de la valeur aussi. Mais ici, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de savoir que finalement, il y a des choses qui se passent après le closing. Tu vois. Il n'y a pas que le closing, parce que quand tu es closer, tu es hyper talentueux, tu es compétent, tu apportes du chiffre dans un écosystème, mais tu es limité. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après le closing ? J'en ai parlé rapidement, tu as plusieurs possibilités. Okay, moi, c'est ce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que le closing, c'est quand même un peu une sorte de cheat job, on va pas se mentir. En tout cas, c'est un job où tu es sales, c'est bien, tu développes des skills, mais c'est limité. Tu peux passer sur le marché US, mais parler en anglais. Va parler anglais, closer, et avoir des smart talks avec les Américains ou avec les Anglais. Tu comprends pas rien aux blagues, t'as pas le même humour, c'est très compliqué. Peu de personnes peuvent le faire et pourtant moi j'ai un bon anglais, je me sens pas capable. Et pourtant j'en ai déjà fait, tu vois, mais sinon t'as la possibilité d'aller closer sur des offres 40, 50, 60K. T'en as très peu sur le marché français. Si tu trouves les bonnes, c'est toujours cool, mais c'est très rare. C'est rare, c'est extrêmement rare. C'est rare et c'est comme du B2B, c'est des process longs pour pouvoir être intégrés. Et ces particularités là-dessus, petite parenthèse, c'est que si tu regardes bien, et si moi en ayant analysé ça, j'en parlais aussi hier, c'est les offres qui sont vraiment à étiquette pour qu'il y ait aussi des clauses. La plupart du temps, il y a un peu de présentiel. Les gens qui closent vraiment sur du étiquette, c'est qu'ils voient leurs prospects en présentiel. Il y a peu de personnes sur du B2C ou du wannabe ou du B2B traditionnel, comme nous en tant que solopreneur ou entrepreneur ou infopreneur, qui vont vraiment payer 20, 30, 40K. Tout ce qui est mastermind, physique et séminaire, etc. Tu les vois, regarde Marvin Enzia et Strat, c'est ça. C'est derrière, ils les amènent tous, il les a sur Insta, il les amène tous dans des événements en présentiel à Bali, Dubaï, peu importe. Et derrière, il les convertit sur son offre parce que du coup, il est en présentiel, il les voit. Bref, ça, c'était une parenthèse. Mais donc, tu as peu d'offres vraiment à étiquette qui sont closables en ligne. Et s'il y en a, moi, pour en avoir closé, des fois, les funnels sont pas forcément hyper développés, hyper pertinents. Ensuite, tu vas avoir donc la possibilité d'être head of sales. Et moi, c'est celle aussi que j'ai choisie à un moment donné, donc en parallèle de tout ce que je faisais. Mais pourquoi ça en particulier ? Pourquoi ? Ouais, pourquoi tu as choisi cette voie ? Parce que j'ai une copine à moi qui m'a appelée, qui m'a dit Anouk, j'ai un souci, j'ai 2 closeuses, j'ai besoin justement de scaler le tout, de gérer toute la partie sales, donc j'ai besoin de toi. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, j'étais encore sales, j'étais en train de développer vraiment mon biz, et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire 2 choses en même temps. Bon, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais je pouvais pas prendre mes calls, avoir ma journée full de calls, et en même temps développer une offre. Donc il fallait que j'augmente mon taux horaire, logiquement sur ma journée, faire moins d'heures, gagner plus. Et en tout cas continuer à avoir un fixe, tu vois, entre guillemets, une sécurité pour développer mon biz. Et c'est pour ça que je suis partie sur la partie
partie head of sales. Ok. Et parce que j'avais les compétences aussi. Ouais. C'est-à-dire que je savais que j'étais capable. Tu vois, la personne avec laquelle j'ai travaillé, je suis arrivée dans l'écosystème, je me suis rendu compte qu'elle faisait 3 000 € en moyenne par mois. Et on a passé la première semaine, on a fait 23 000 € de chiffre d'affaires. En one week. Ouais, en one week. Parce qu'en réalité, d'après toi, si tu te rappelles bien, c'était quoi la problématique que vous avez réglée qui a permis d'apporter du cash? C'est qu'elle ne gérait pas les follow-up. Et tu vois, je pense que c'est ça. Et après, il y a eu plein d'autres problématiques. C'est ça la vraie capacité en tant qu'head of sales. Et la différence entre un closer et un head of sales, c'est qu'un closer, quand il est juste closer et qu'il n'est pas formé, il n'a pas fait toute la partie, il n'a pas géré la partie head of sales, bah, en fait, il va juste voir sa partie c'est cool à lui, tu vois. Ouais. Comment analyser des appels. Et au final, c'est un sales manager et c'est pas un head of sales. Il y a une différenciation entre les deux. Ok, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que pour moi, un sales manager, il manage l'équipe, donc il réécoute les appels, il est là au briefing le matin, il te gère les coachings. Il gère les IOD. Voilà, c'est ça. Et un head of sales, il gère vraiment toute la structuration et la coordination avec les pôles vente, avec les pôles marketing aussi, avec la partie vente, avec l'infopreneur, avec la partie delivery. C'est vraiment celui qui coordonne le tout. Ouais. Okay. Et qui permet de scaler alors que le sales manager, il se concentre vraiment sur les performances de l'équipe. Ouais. Et donc, ta question, c'était? Ma question, c'était, du coup, tu as choisi le Head of Sales, tu as commencé avec cette personne, et à la suite de ça, c'était les erreurs qui vous ont permis de passer de 3 à 23. Tu m'as dit grossièrement, c'était les follow-up. Ouais, grossièrement, ce que j'ai mis en place, c'est quoi? C'est que j'ai identifié déjà les failles, les pertes, et je me suis rendu compte que sur la dernière année, il y avait des centaines de milliers d'euros de pertes. Et qu'est-ce qu'un closer ne voit pas, qu'un Head of Sales peut voir? Tout. J'ai envie de te dire tout, mais tu calcules, en fait, je pense que tu te concentres plus sur les datas. C'est-à-dire que les closers, on analyse nos datas à nous. En plus, dans les 3/4 des écosystèmes, ils te disent oui, et encore. Ils analysent pas trop. Oui, je suis d'accord. Courir après eux pour les IoT. Faut courir après, mais bon. Un closer normal, ou encore, il va te dire j'ai un taux de conversion. Mais en fait, il connaît pas les KPI. Il connaît pas le cash collecté par call. Il sait pas en combien de jours, en moyenne, il y a une vente. Le cycle de vente, tu vois. Et il y a plein d'autres data qu'il connaît pas. Il sait pas exactement. La vélocité des deals, c'est-à-dire en moyenne, combien on arrive à collecter de cash par rapport au deal et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre un certain objectif et calculer toutes ces datas finalement qui permettent d'avoir de la prédictibilité et se dire ok, là on fait 100K au mois, c'est très bien, mais comment on fait pour ramener les 100K à la semaine? Tu vois, ces questions qu'on peut se poser pour pouvoir mettre les bons process en place pour aller chercher de la croissance. C'est ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un bon head of sales, c'est que ok, tu te dis que tu as un objectif, mais après tu arrives avec les chiffres que tu as à mettre des actions en place pour atteindre ces objectifs-là. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé sur l'année les pertes qu'il y avait eu, avec les chiffres concrètement, même si bon, et ça c'est une particularité, s'il y a des infopreneurs qui écoutent, s'il vous plaît, notez vos chiffres, notez vos KPI. Parce qu'il y en a, tu vois, qui arrivent, qui me disent, Anouk, j'ai un souci. Je fais, ok, mais là, on n'a pas de data. On fait comment? Moi, je fais quoi avec toi? C'est-à-dire que là, j'attends 2-3 mois, je corrige semaine après semaine, sachant que potentiellement, 100%. Il y avait des choses qui étaient bien. Notez tout. Tu te rappelles, je t'avais montré l'outil que j'ai développé. C'est que j'aimerais trop avoir cet outil-là. On en discute en point. On en discute en bac. Il y a une petite. Mais on en parlera parce que ça, j'ai une discussion à avoir avec toi. Cet outil, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. On en parlera en off. Parce que je veux ça. Je veux parler juste en petite parenthèse des features. En fait, d'être en capacité de montrer à un infopreneur où est-ce qu'il est dans le rouge, où est-ce qu'il est dans le vert, quand est-ce qu'il faut réorganiser la team. Parfois, je vois beaucoup d'infopreneurs ils vont avoir 4 closers, mais la réalité, c'est que par rapport aux disponibilités possibles, VS, le taux de remplissage des heures disponibles, on n'a pas besoin d'autant de monde, ou peut-être on a besoin de plus de monde parce que c'est trop rempli. Là, t'es gentil. Moi, je serais plus strict et plus dur là-dessus. Il faut te dire quoi? Et je vais te donner une métaphore, une comparaison, tout simplement. T'as une boulangerie, ok? T'as beaucoup de pain. Tu vis dans un petit bled. T'as une boulangère, ok? T'as peu de clients. Et là, toi, tu vas te dire, ok, je vais recruter 4, 5, 6 boulangères. Pourquoi faire? Mais c'est ce qu'ils font, tu vois. Et là, tu parles de 4 closers, mais ils le font même au début. Même quand tu débutes, t'as pas le volume, recrute pas un closer. Parce qu'en fait, le temps que tu vas investir dans la formation, dans le management, dans la gestion, dans le suivi, c'est du temps que toi, tu vas perdre pour prendre tes appels et convertir. 100%. T'es infopreneur, déjà, tu es censé convertir plus, donc tu vas récupérer un pourcentage sur la totalité. Tu récupères 10% que tu es censé lui donner en pourcentage en commission, et tu récupères du temps. Parce que le temps de management, ça revient à la même chose. Donc ça, c'est une croyance de se dire, je vais recruter des closers pour gagner du temps et scaler. 100%. Concentre-toi sur tes calls, va chercher ton CA, crois comme ça, et une fois que tu auras une croissance qui sera bonne et que tu te retrouveras avec trop d'appels parce que tu calcules ton cycle de conversion et que tu vois que tu as un gros volume qui arrive dans les prochaines semaines, ok, t'anticipes et là tu recrutes un sales. D'où la pertinence de ton business. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas aider un infopreneur à mieux closer son offre, ce qui se passe derrière, c'est que tu vas aussi l'aider à mieux traquer son activité sur la partie closing, lui transmettre aussi l'intelligence, c'est bête, hein, mais l'intelligence d'enregistrer ses calls pour être en mesure d'avoir une banque lorsqu'il recrutera et de lui dire hey. Enregistrez vos calls, les gars, enregistrez vos calls s'il vous plaît. Mais c'est bête, hein. Mais
tu veux recruter quelqu'un. Comment tu vas lui dire quoi faire si toi déjà t'es pas passé par là et si tu n'es pas en capacité de lui dire voilà, moi j'ai fait ça, c'est ça les objections qui reviennent tout le temps, voilà comment je les ai traitées, voilà comment tu dois les traiter. Et c'est là que tu passes d'un onboarding de 1 mois et la personne ne performe pas à un onboarding de 3 jours et elle performe dès le premier call. T'as résumé la chose et ça les gens s'en rendent pas compte. Donc c'est cool qu'on soit alignés sur cette vision-là. Donc oui, recruter des closers, recruter des head of sales, c'est bien, mais step by step. Et d'ailleurs, il y a une particularité, tu vois, et ça je l'ai vu. J'ai vu des et je sais pas si toi tu le conseilles. J'ai vu des head of sales et j'ai connu aussi qui développaient des équipes de l'intérieur, c'est-à-dire qui continuaient à prendre des appels. Il demandait le pourcentage du head of sales plus le pourcentage du closer et il expliquait qu'avec le volume d'appels qui allait arriver, il allait pouvoir augmenter donc le pouvoir recruter des closers. Ça c'est la seule possibilité de recruter quand on est en train de croître, tu vois, et dans la structuration, ça, je trouve ça pertinent. Parce que du coup, tu as un head of sales, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui peut t'aider sur la croissance, qui peut aussi te conseiller sur le marketing, s'il y a besoin, qui peut te faire des feedbacks et qui peut te guider dans la croissance de ta boîte. 100%. Et quelqu'un qui est aussi capable de recruter et lui de diminuer son pourcentage au fur et à mesure avec le recrutement. Et donc de croître de l'intérieur. Ouais, bah c'est complètement quelque chose que j'enseigne à mes élèves. Par exemple, j'ai un élève qui s'appelle Antoine. Actuellement, en fait, quand il a démarré avec moi en novembre 2025, il tournait à 7-8 000 euros par mois en tant que closer dans une offre de e-commerce chez Gaspard. Peut-être que ça te parle. Ouais, c'est ça. Non, il est en media buying. Ouais, c'est media buying sur du Google Ads pour de l'e-commerce. Et du coup, il tournait à 7-8 000 euros par mois en tant que closer là-bas. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai placé dans une offre, il a fait du cash dans cette offre, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là, tu es dans une offre avec beaucoup de potentiel. On a fait l'audit. J'avais pas encore l'outil à l'époque. Mais bon, j'étais en capacité de faire le nécessaire sans les outils parce que quand tu sais collecter la data, comprendre la data, l'interpréter, savoir quelles sont les hypothèses qui font qu'on est dans cette situation et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller chercher de la croissance, c'est un cheat code. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a analysé les datas et je lui ai dit, regarde, j'ai vu 3 problématiques. Problématique numéro 1, problématique numéro 2, problématique numéro 3, tu vas mettre telle solution en place, tu vas le pitcher. Je lui ai dit, tu vas le pitcher 3K plus un pourcentage. Il est parti, il s'est chauffé, il a pitché 4K5 plus un pourcentage, il a signé. Le mois de décembre 2025, il a fait 26 000 euros avec cette activité. Et en même temps, il close. Parce que forcément, il est dans cet écosystème, il recrute. De base, il était pratiquement un sub-closer ou top-closer dans son offre. Et du coup, là, il a recruté petit à petit. Et il m'a envoyé ses chiffres de janvier. C'est un modèle hyper pertinent que tu as développé, tu vois. Et il m'a envoyé ses chiffres de janvier. Attends, je vais te montrer. 40 Je vais te montrer. Il m'a envoyé ses chiffres de janvier. Et lui, c'est mon meilleur élève. Et je le dis tout le temps. Et en même temps, c'est mon pire élève. Parce que il est jamais disponible. Et je dois lui courir après pour qu'il prenne une session. Et tu vois, il a fait l'erreur dimanche soir, là, dernièrement, de m'envoyer un message. Moi, je lui ai dit, salut, ça va? C'est quoi tes datas? À partir de là, je lui ai fait un coaching de 1h30, de 23h minuit jusqu'à minuit 30 en DM et vocaux. Et je lui ai dit, ok, c'est quoi tes datas? Il m'envoie ses datas. Si tu peux lire. Lead gen 1111, en LTB t'es à 454, show up 309, pitché 295, en close 190, collecté 433 628. Ah non, ça c'est en collecté. En contracté 626 000. Et du coup, lui il prend combien? Et lui actuellement il a 4K5 en fixe et 2.5. Et là il y a plusieurs choses qui vont arriver. Anyway, du coup l'idée c'est quoi? C'est que finalement quand tu comprends le biz, genre en l'espace de 2 mois, littéralement il a rapporté plus de 300K dans le business parce qu'il avait les compétences que je lui ai transmises en sachant qu'on a fait, je pense, on a fait 4 sessions ensemble. On a fait 4 sessions et le reste c'est que du texto, du WhatsApp, du vocal ou du Loom parce qu'il est plus disponible, tu vois. Et tu vois, le truc c'est que quand tu connais les patterns, c'est hyper cool et c'est un job qui est top. C'est-à-dire que toi là tu as développé un modèle, t'es pas le seul à l'avoir développé parce que c'est depuis 1 an je le vois un peu. J'ai un pote aussi qui fait ça. De quoi, il forme pas des gens mais en fait il était adopté dans un gros groupe et lui-même le fait en interne. Toi t'as vu d'autres personnes qui forment des head of sales? Il y en a pas. Je connaissais quelqu'un qui voulait sortir une formation de ça vis-à-vis du head of sales. Ça fait plusieurs années, il l'a jamais sorti, et t'es passé devant. Et c'est ça le truc de se dire, mais des gens qui sont plus nouveaux, et je pense que ça peut servir aussi à pas mal de personnes. On procrastine, on repousse, et on voit des gens qui étaient derrière nous, qui se sont lancés après, passer devant, parce qu'en fait, ils ont juste passé à l'action. Ils ont juste mis des actions. Parfois, c'est aussi une question de méthodologie. Parce que finalement, en fait, si t'as pas la méthodologie de transmission pour être en capacité d'équiper des gens à faire le nécessaire, tu vois. Là, il l'avait. Et tu vois, pour te dire l'histoire, comment j'en suis arrivé là? En fait, je suis avec Ika, on apporte des résultats. On a des personnes qui viennent chez nous, ils font genre, je pense à une personne en particulier, elle avait moins 5 500 euros sur son compte. Je la close, elle me paye en découvert. À partir de là, l'espace de 1 mois, elle est passée à 35K, tu vois, à travers la méthodologie que Kika lui a transmise et l'accompagnement. Un peu plus tard, il y a d'autres personnes comme ça, boum, des 90K, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, on me dit, hé, Anthony, t'as vu ce que t'as fait chez Kika là? Tu peux pas le faire chez moi? Et là, je dis non, 1 fois, non 2 fois, non 3 fois. Mais je suis un entrepreneur. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, je fais que de dire non, j'ai pas le temps. Et pourquoi je développe pas une offre? J'équipe des gens avec le mindset, le skill set, le toolset que j'ai pour qu'ils soient en capacité d'aller le faire. Tu vois? Et de là, je dis à Kika, en réalité, tu sais quoi? T'as vu là, on a scalé les gens, on a fait des brands et tout, etc. Vas-y, let's go. Moi aussi, je te paye, boum.
scale-moi, allez, on va faire une brand. Donc à partir de là, je construis mon offre, et je mets les choses en place. Je me fais accompagner par Kika, mais j'arrive dans une période où j'ai moins de temps en fait, parce que j'ai récupéré un écosystème qui tourne et je suis en train de le gérer. Et de l'autre côté, j'ai pas encore ma brand, mais j'ai déjà des personnes avec qui je travaille, j'ai des coachings en one-to-one et tout. Et du coup, je suis dans cette position où j'ai moins de temps. À partir de là, je me dis, ok, il me faut vraiment une méthodologie de transmission qui va me permettre de faire en sorte que ce soit difficile de ne pas win en fait, une fois que tu seras à l'intérieur, tu vois. Et à partir de là, mes premiers clients, tous mes clients, je les place assez rapidement. Soit je les place, soit je leur apprends comment récupérer des deals en fonction des opportunités que j'ai, tu vois. Parce que forcément, ça dépend des opportunités dont je dispose. Mais sinon, je leur apprends à comment récupérer des deals. Et à partir de là, ils commencent à boum, rentrer dans l'écosystème, facturer un bon deal. Parce qu'une des choses importantes, c'est quoi? C'est que quand tu es head of sales, tu peux gagner du cash. Mais la première chose, ça va être ton deal. Et la majorité des gens se vendent au rabais. Et tu le disais tout à l'heure, à cause des compétences, parfois, tu sais pas trop quoi faire. Tu te dis, vas-y, je vais proposer ça. Mais quand tu as les compétences, quand tu es accompagné, quand tu es suivi, quand tu sais que ce que tu as, ça a de la valeur, déjà rien qu'avec l'outil, rien qu'avec l'outil, tu changes un business. Rien qu'avec l'outil, tu changes un business. Parce que tu n'as pas besoin d'être smart. Tu as juste besoin de suivre les indications, remplir les datas, et tu as déjà le plan d'action que tu dois mettre en place pour pouvoir aller chercher du cash. Et surtout, en fait, tu arrives à identifier où mettre ton énergie. Cet outil, il serait bien aussi, on en parlera après, de pouvoir en fait identifier si ton souci est sur l'acquisition, la conversion, et en fait mettre ton énergie là où il faut. C'est ça qui est smart. Mais ouais, en fait, c'est une très très bonne perspective, la possibilité d'évolution dans le cadre of sales. Mais par contre, moi, si je peux donner un conseil aux closers qui nous écoutent, c'est vraiment de se concentrer sur une possibilité de scaling. Soit du head of sales, et dans ce cas-là, vous vous concentrez à 100%. Et franchement, c'est bien parce que t'as pas de business, c'est-à-dire que t'as pas de toi de branding à développer. Non, mais t'as pas de branding à développer. On parle pas assez de ça, mais développer une brand, faire du contenu, gérer des monteurs, gérer des équipes et tout, c'est pas la même chose quand c'est à nous, les équipes. Mais en tant qu'head of sales, c'est cool parce qu'en fait, on travaille avec des sociétés, on prend un pourcentage, on est commissionné. C'est pas notre biz, mais c'est OK. Commissionné ou payé en fixe? Ouais, les deux aussi, donc tu vois. Ouais, les deux. Mais on n'a pas en fait ce truc de se dire tout repose sur mes épaules. Parce que quand tu as un business, tout repose sur tes épaules. C'est pas du tout la même pression. 100%. Je trouve que c'est le bon mix. Et d'ailleurs, je connais des gens, tu vois, qui auraient pu développer des offres et sont partis sur cette partie-là. Et donc, c'est vraiment de se concentrer sur une seule compétence, choisir un secteur et se concentrer là-dessus. C'est que j'avais tenté de lancer une brand quand j'étais closer. J'ai pas tenu longtemps. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que si je prends pas de call, je fais pas de cash. Et si je prends des calls à fond, je suis pas en capacité de développer la brand. Si je suis pas en capacité de développer la brand, je ne mange pas. Et du coup, j'étais vraiment dans ce mindset de, ok, dans tous les cas, aujourd'hui, en gros, je vais signer un deal avec un infopreneur, je vais avoir un bon deal, etc. Ça va me permettre d'avoir une stabilité. Et je pensais même pas à devenir infopreneur. C'est que c'était incessant. C'est littéralement, Anthony, on a besoin de toi, Anthony, on a besoin de toi. Et soit tu laisses cet argent sur la table, soit tu trouves une manière de le prendre. Je suis d'accord. Et comment tu as fait justement ce switch entre les deux? Parce que c'est vrai que, tu vois, développer un business à 100% en étant closer, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si tu veux développer un biz, aie mis de l'argent de côté. C'est ce que tu disais tout à l'heure, si tu es dans un mindset de scarcity. Et fais en sorte d'avoir 40, 50, 60 000 euros de côté. Enfin, plusieurs mois de vie, ça dépend combien tu dépenses par mois. Moi, je sais que je dépense beaucoup et que ça me tient 6 mois. Mais fais en sorte d'avoir assez d'argent pour pouvoir te relever, faire en sorte que ton biz fonctionne, pouvoir investir. N'aie pas peur d'investir. Mais oui, en fait, tu as plusieurs possibilités en étant sales. Ce que toi tu proposes, je trouve que c'est un bon plan, tu vois. Et honnêtement, il y a 2 ans, avant de moi-même partir de mon côté, de quitter Closing Mastery, etc., ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait intéressé. Parce que j'avais ce besoin réellement de vouloir aller chercher plus, de vouloir me dépasser, mais je savais pas comment faire et j'avais pas les mises en relation. C'est ça qui est important, j'avais pas les mises en relation pour devenir head of sales. Moi, je savais que je pouvais le faire parce que je m'étais formée, etc., mais je savais pas comment trouver ces infopreneurs, tout simplement. 100%. Comment me pricer en fait, et tout. Le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, tout à l'heure, tu me le partageais, tu as des personnes qui sont compétentes en tant qu'head of sales, etc. Mais en fait, pour moi, il y a une différence entre le sales manager, le head of sales. Et en fait, tous ces termes, honnêtement, tu vois, il y a 2 ans, je savais même pas ce que ça voulait dire. Il y a 1 an, je savais même pas ce que ça voulait dire. Head of sales, je m'en fous. Moi, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour amener du cash? Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener du cash dans la boîte? Et après, tu me donnes le nom que tu veux. Et en fait, ça, c'est le côté. Très français. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté débrouillard. C'est avoir la capacité de te dire, OK, là, il y a des choses à faire pour amener du cash dans un business. Tu m'appelles head of sales, tu m'appelles growth, tu m'appelles qui tu veux. Moi, je sais comment rapporter du cash dans un business. Et à côté de ça, il y a la vision de scaling qui vient s'ajouter à ça. Étant donné que, en fait, moi, dans mon parcours, puisque tu m'as posé la question, ouais, mais comment tu as fait le switch? En fait, moi, dans mon parcours de base, je suis closer. Je close et tout, etc. Au bout d'un moment, je me dis, vas-y, je vais lancer un coaching de closer. Et ce qui se passe, c'est que je veux, pour lancer un coaching de closer, je veux me former en création de contenu. Je suis déjà avec Kika à ce moment-là. Et en gros, on découvre une personne qui peut potentiellement nous apporter de la valeur en création de contenu. Mais en 5 minutes dans l'appel, le closer m'avait déjà dit, ils étaient combien dans la team, ils collectaient combien de cash, ils avaient combien de calls par jour, etc., etc., etc. Il m'avait déjà tout dit. En 5 minutes, 15 minutes dans l'appel. Là, je me dis, waouh, il y a un problème. Et par chance, ils étaient dans un open space. Du coup, l'infopreneur, il était à côté. Je lui expose les failles, les trous et tout, etc. Et boum, je rentre dans le biz. Et moi, j'avais commencé par une expérience en e-com. C'est-à-dire que la toute première chose que j'ai fait quand j'étais dans le biz sérieusement, c'était de l'e-com. Ça veut dire acquisition, c'est quelque chose
qui me parlait. Voir les failles et tout, etc. Parce que quand tu es en e-com, tu es obligé d'avoir une vision différente. L'e-com, c'est littéralement l'école pour faire du cash. C'est des jeux. Tu vois, tu dois apprendre à faire de l'acquisition, tu dois apprendre à être convaincant, tu dois tout apprendre. Tu dois apprendre à négocier avec des fournisseurs ici et ça. Et j'avais fait une brand, mais peut-être j'en parlerai dans autre chose. J'avais fait une brand, j'avais fait 60K en 24 heures, pub avec Nasdaq, 60K en 24 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que en gros, on a eu un problème sur le Stripe parce que mon cousin, il avait oublié de mettre sa carte d'identité. En gros, la veille, ils nous ont relancé, ils nous ont dit remettez la carte d'identité. Il l'a remis et ils l'ont relancé pour lui dire la carte d'identité, elle est pas lisible. Mais la pub, elle était partie. Et en fait, j'appelle Mohamed K. J'appelle Mohamed K. Moi, je connaissais pas du tout. Je viens de démarrer. J'appelle Mohamed K. D'ailleurs, je travaille avec lui aujourd'hui. Et en fait, lui, il était dans l'e-com. Je lui dis, hey, toi, t'es dans l'e-com. Là, j'ai un blocage. Je vois les 60K, mais je peux pas les prendre. Et finalement, il me dit, voilà, il est là le problème. Mais c'est mort, tu peux pas les débloquer. Mais Stripe, des fois, c'est pour ça que maintenant, moi, j'ai même plus de Stripe. Surtout sur du B2B, c'est Revolut, fais-moi un virement sur mon compte Revolut, t'as ton contrat, et voilà. Mais je passe plus par Stripe. J'ai des copains comme ça qui se sont fait bloquer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est compliqué. Et en plus, le pire, c'est que tu travailles, tu vois l'argent rentrer et tu te dis, je peux plus y toucher. Ouais, c'est bon. J'ai encore un pote, il y a 2 jours, il m'a appelé, il m'a dit, Anouk, comment je fais? Mon Stripe, il a bloqué. Et après, t'as des personnes, du coup, qui payent leur service pour se faire débloquer leur compte Stripe. Exactement. Donc, à partir de là, boum, je fais de l'e-com et tout. Et moi, j'ai cette vision où je vois les failles. Et à partir de là, en fait, je me dis, vas-y, je suis trop chaud. Je prends l'offre, je les signe, je commence à faire le head of sales, si je peux appeler ça comme ça. Je gère et tout, etc. On passe de 10 à 50K. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à dépasser les 50K. J'arrive pas. En gros, j'essaye par tous les moyens. Mais sauf que je fais le réflexe que les closers ont toujours. Ils vont coacher l'équipe de sales. Mais parfois, les problèmes ne viennent pas de l'équipe de sales. Donc si tu vas dans ce mindset-là de je vais coacher l'équipe de sales, je vais apporter de la valeur en roleplay, etc. Alors que le problème va en amont et tu n'es pas en capacité de le voir parce que tu vois pas la densité de ce qu'il y a à faire dans le business pour faire grandir les choses, bah finalement, tu te retrouves bloqué. Et je me suis retrouvé bloqué. Et cette douleur-là m'a poussé à aller investir. Bah, tu vois, par exemple, moi, l'infopreneuse avec laquelle je travaillais, il y avait 2 closers qui faisaient 3 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y avait pas d'acquisition. Pensant que les setters et les setteuses allaient amener de l'acquisition. On en parlait. C'est pas possible. Ouais. En fait, tu peux si tu as vraiment des bons process et que tu as des choses qui fonctionnent. Mais là, non, en fait. Surtout si tu as 2 closers, tu es seul, tu mets des setteuses, ok, parce que c'est toi qui prends tes calls et tu es derrière. Mais quand tu as une équipe avec head of sales, 2 closers, mets des ads, mets du budget. Sauf qu'en fait, vu que tu as des CSM, tu as 4 coachs dans l'accompagnement, tu as 2 closers, tu as une setteuse, tu as une head of sales qui te prend 15 points. Comment tu as assez de marge disponible pour investir en ads et avoir un bon ROI? C'est pas possible. Tu peux pas. Donc en fait, attends, mais t'as 4 coachs avec un business qui tourne à 3K par mois? Ouais. C'est une question que tu as posée, j'imagine. Bah ouais, c'est comme ça, c'est parce que moi, ça fait plusieurs années que je suis dans le business, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de faire ça. Ouais, mais en fait, si le chiffre d'affaires suit pas, tu continues à faire. Tu vois. Ou tu cut. Parce que sinon. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je lui ai dit. C'est-à-dire qu'on a bossé pendant 2 mois et en fait, les problèmes étaient tels qu'il fallait tout sortir. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée là, il y avait quoi? Il y avait 2 closeuses. On a recruté des setteuses en plus pour envoyer du volume parce qu'elle voulait pas investir en ads. J'ai voulu lancer un VSL funnel à la rigueur, pas de budget ads. Tu veux que je fasse quoi? En organique, ça prenait peu. Tu vois. Et du coup, je regarde l'acquisition, je me dis l'acquisition c'est compliqué. Là, les closeuses derrière, elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'être motivées. Tu vois, moi j'ai beau les coacher, je vais pas faire le coaching, c'est à 3 calls par semaine. Ça sert à rien. 100%, ça sert absolument rien. Ça sert absolument à rien. Donc là, j'ai eu un collègue avec l'infopreneur, je fais là, on a un souci. Elle me dit, mais moi en fait, j'ai plus le temps. Je dis, mais par contre, il faut que tu me fasses des campagnes, il faut que tu me fasses des vidéos pour du nurturing, pour l'éducation, pour la qualification, il faut que tu me fasses du contenu, laisse comme ça pour qu'on puisse envoyer du volume. Elle me dit, oui, mais moi j'ai plus le temps parce que j'ai en plus de ça des coachings one-one. Je dis, mais là en fait, on a un souci. C'est-à-dire que toi, t'as plus le temps, t'as plus l'énergie pour développer ton biz. Et moi, je peux pas développer ton biz à ta place. Pour moi, c'est ça. Il y a certains infopreneurs qui s'attendent à être sauvés. Il y a certains infopreneurs qui s'attendent à être sauvés par un head of sales. Et si toi, t'es un infopreneur et tu me regardes, ce n'est pas possible. Tu dois t'impliquer dans la barque pour être en capacité de pouvoir apporter de la valeur. Parce que la réalité, c'est la suivante. À part si tu as créé un process qui tourne sans toi, qui génère des leads, une cash machine. Il n'y a personne qui peut rentrer dans ton business et faire du cash. Tu es obligé d'avoir un impact sur l'acquisition. Parce que tu peux déléguer ce que tu veux. Mais l'acquisition, si elle n'est pas bonne, la réalité, c'est que tu dois être là. Tu dois t'impliquer, tu dois faire le nécessaire pour qu'on puisse être en mesure de produire. Tu vois, moi, je dis une chose, c'est que pour signer un deal en tant qu'head of sales, il y a trois choses pour performer en tant qu'head of sales. La première chose, c'est des compétences solides. Et pas uniquement en closing. Parce que le meilleur closer n'est pas nécessairement le meilleur head of sales. C'est des compétences qui sont différentes. Ce que je veux dire, c'est les meilleurs skills de voir les failles, l'impact des actions sur le business et d'être en mesure de trouver des solutions concrètes pour ça. À côté de ça, la deuxième chose, après les compétences, c'est une bonne offre. Parce que forcément, si tu n'as pas de leads, tu vas rien faire. Il faut que le produit market fit ait été validé. Tu vois, c'est comme les infopreneurs qui te disent, ça c'est un autre sujet, mais qui te disent, ils ont même pas fait de POC, ils savent même pas si ça fonctionne, ils te disent, vas-y, je vais passer par une agence qui va gérer mon acquisition et je vais payer que résultat. Je sais même pas si ton produit est validé. Non mais carrément, tu vois. Mais je te jure que cette offre-là, en fait, au final, quand tu m'as dit soit on cut le business ou soit on restructure tout, en fait, je suis arrivée à un stade où je t'explique. Là,
t'as mis les structures, enfin t'as pas la structure, là t'as le rooftop de ton bâtiment, en tout cas t'as plusieurs étages, et les fondations sont pas là, c'est à dire que c'est du chewing-gum, c'est du chewing-gum qui tombe en plus, tu vois, genre c'est même pas stable, c'est pas même pas un chewing-gum tassé, c'est un chewing-gum mou, tu vois, que tu viens de mâcher, ah bah la barre que tu viens de mâcher. C'est pour ça les deux trucs, tu vois, compétence, bonne offre, et la troisième chose, du coup c'est un bon deal, bah ouais, tu vois, parce que forcément, imagine-toi, t'as tout à restructurer, tu dois potentiellement, je te donne un exemple. Pour 15 points je l'ai pas fait, tu vois ce que je veux dire, parce que j'avais mon business à développer en parallèle, c'est ça, tu vois, parce que c'est ce truc de je me suis éparpillée parce que j'avais mon business, et en fait il faut aussi prendre en compte le fait que tu peux pas travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que tu vois, je lui ai dit, je fais là, il faut faire ça, 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 il me dit j'ai pas le temps. Une fois, 2 fois, 3 fois, je laisse passer une semaine, 2 semaines, tu vois qu'il n'y a rien qui change. Toi, tu investis du temps, tu vois, tu as des setters, tu as des closers qui attendent, l'énergie aussi, forcément, elle baisse. Tu as ton business à développer, tu te dis, ok, en fait, pour 15 points, non, je le fais pas. Parce que tu peux pas en fait sauver quelqu'un. C'est-à-dire que toi, tu te reposes sur les chiffres, tu permets d'optimiser ce qu'il y a, de conseiller, mais tu vas pas faire à la place. T'es pas sur du done for you en tant qu'head of sales. En tout cas, sur la partie acquisition, les automatisations, tout ça, tu le fais en done for you, bien sûr, c'est normal. Tout ce qui a à voir avec la sales team. Mais tu vas pas aller gérer la partie market, tu vois. Et si l'infopreneur n'est pas en capacité d'implémenter ce qu'il faut implémenter pour ton biz, un head of sales servira à rien. Absolument rien. C'est pour ça que j'ai cut, tu vois. Je lui ai dit, j'avais pris ça en parallèle pour avoir un revenu pour lancer mon biz. J'arrête. J'avais déjà du MRR avec mes clients. J'ai dit, vas-y, stop. Tu vois. Alright. Du coup, la transition, c'est vraiment celle-ci, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tu peux gagner plus, tu peux avoir plus de levier, tu peux avoir plus d'impact, et finalement, de rester dans cette position de closer, certes, qui était formatrice, mais toi, ça t'a mis dans une position où tu t'es dit, ok, il y a quoi après? Tu as essayé plusieurs choses, tu as essayé ton offre, tu as essayé ça. Ensuite, tu as commencé Head of Sales, et tu as master le craft du Head of Sales, tu as fait du cash, tu as apporté du cash à tes clients. Tu sais qu'en plus, cette personne elle m'a dit, Anouk, tu as des skills de ouf en tant qu'Head of Sales, tu devrais sortir un accompagnement. Moi, je dis, les gars, il faut que j'arrête de m'éparpiller. Viens, on sort une agence, viens, on fait ça. Je te mode, arrêtons de m'éparpiller, je peux plus sur mon offre. Je peux faire une chose. Voilà, je fais une chose. Je pourrais, j'aurais pu, tu vois, aussi ce modèle-là, mais c'est pas le but. Et en fait, c'est ça le truc de se dire aussi dans le business, tu as plein de possibilités. Quand t'es closer, tu as énormément de solutions, énormément de possibilités, mais il faut vraiment aller chercher ce qui te correspond le plus, là où tu es le plus aligné. Et pas forcément ce qui est le plus rémunératif, parce que va chercher ce qui te plaît le plus, continue, focus-toi pendant plusieurs mois, 4, 5, 6 mois, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après, si ça fonctionne pas, tu pars sur d'autres trucs. Mais il faut rester sur une seule voie, tu vois. Et ça, c'est important. 100%. Donc, soit tu choisis une des possibilités. Si t'es closer à l'heure actuelle que tu nous regardes, soit tu pars chercher des offres à 40-50 000 euros, tu te rends compte rapidement que c'est compliqué. Les 10-15K par mois. Ouais, c'est clair. Soit tu restes closer, mais dans ce cas-là, tu sais que tu vas pas dépasser les 10K, c'est compliqué d'aller dépasser les 10K de manière régulière. T'as pas de temps. Combien de repas de famille vous avez raté, les gars? Combien... Non, mais je vais dire les choses parce que moi, je l'ai pas dit. Combien de repas de famille on a raté? Moi, le dimanche, j'étais là, je parlais avec ma mère, je lui disais, maman, viens pas me voir, je suis en call. Ah, je peux pas venir, je suis en appel. Je suis en appel. Pourquoi? Pour gagner 10% de la commission en devant être là tous les jours, à prendre 8 calls par jour, en n'ayant plus de vie. Parce que si t'es pas là, si tu bosses pas, y a rien. Moi, quand je voyageais, on nous dit oui, les closers, tu peux voyager, tu peux être libre géographiquement, tu peux faire ce que tu veux. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que si tu poses des vacances, y a personne, y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. Tu vois, là, tu m'as amené sur un sujet. Mais je dis les gens. Tu m'as amené sur un sujet qui me donne envie de crier. Tu sais que tu as un problème. Tu sais qu'il y a une solution. Pourquoi tu te lances pas? Pourquoi tu te lances pas? Pourquoi ils se lancent pas? Pourquoi ils se lancent pas? Pourquoi ils deviennent pas head of sales? Parce qu'ils se trouvent des fucking excuses. Et en fait, ils se disent que moi, en fait, le closing, j'ai mon train-train, je suis bien, j'ai mes calls, j'ai mon écosystème. Alors que pour la plupart, il y a très peu de bon écosystème sur le marché en tant que closer. Je le précise, mais il y a soit les personnes qui lancent des offres, et dans ce cas-là, c'est un peu border parce qu'ils sont pas passés par moi et qu'ils sont pas structurés suffisamment, tu vois. Et je m'adresse à eux là pour qu'ils comprennent. Ils ont pas structuré suffisamment, donc ça sert à rien en fait de recruter. T'as des offres qui sont vraiment établies depuis un moment, mais du coup c'est du salariat déguisé, 100%, hein, parce que t'es là avec tes coachings tous les matins, t'es là avec ton temps que t'investis, etc. Alors qu'il y a pas de leads. Alors qu'il y a pas de leads, ou des fois il y a du lead, je dis pas le contraire, mais tous les jours tu rajoutes 1 heure de coaching, enfin 1 heure de pas de end of the day, mais de daily, tu vois, de daily meeting, plus tous tes trucs, etc. Ça fait qu'en fait t'es dans du salariat déguisé, et eux se contentent. Moi c'est ma conclusion, tu vois, et c'est ce que je pense, c'est que les gens se contentent de ça en disant j'ai du recurring, j'ai mon frigo, tu vois, qui me rapporte du cash, j'ai mes calls qui tombent en automatique, c'est cool, pourquoi je vais aller me challenger? En fait, tu vas te challenger parce que tu as fait ce job là pour être libre, et qu'en tant que closer, t'es pas libre, c'est un cheat job de closing. Tu restes un salarié. Voilà. Mais tu vois, c'est un step. C'est un step. En gros, parce que tu as dit que c'est du salariat déguisé, mais je pense que ça reste quand même un step. Et du coup, toi, ça a été ultra formateur. Et je suis d'accord, ça a été ultra formateur, c'est un step. Et sans ce step, forcément, tu peux pas faire la suite. Parce qu'il te faut un minimum d'expérience, il te faut un minimum de vécu pour être en capacité de pouvoir transmettre par la suite. Je connais des closers qui bossent sur le marché français qui font 20K par mois. Parce qu'ils sont allés closer sur des grosses offres sur le marché US, sur le marché canadien, marché canadien donc en français. Mais c'est un step de closer sur des offres B2C à 2-3 000 euros. Tu commences par là, mais un peu plus élevé. T'as d'autres évolutions. C'est génial. Et ça, c'est un truc, c'est commencer toujours par une activité de freelancing quand on commence le business. Parce que ça te permet d'avoir du revenu, de mettre de côté, et
de couper avec ton job si tu as un job, d'avoir un meilleur ROI sur le temps que tu investis. Responsabilité. Je suis pas d'accord. C'est faux ça. Tu sais pourquoi Parce que quand tu regardes bien. Tu bosses pas, t'as pas de revenus. Non, moins de responsabilité en tant que freelance par rapport à quelqu'un qui a de la delivery, qui a de l'acquisition, qui a ceci, qui a cela. Oui, ça, je vais y venir, mais dans le sens où quand tu as un job, par exemple, tu veux quitter ton job, tu passes closer, parce qu'il y a des gens qui veulent se former aussi, tu vois, tu passes closer. Une fois que tu es closer, là, en fait, ça te permet de gagner du temps vis-à-vis de ton job pour pouvoir soit développer une activité, soit développer tes compétences. C'est un step. Et c'est là où tu as plusieurs possibilités dont on a parlé pour pouvoir, du coup, aller chercher plus et être vraiment libre. Parce qu'on veut tous être libre, tu vois. 100%. Et il faut avoir conscience que être closer, être head of sales, c'est différent d'entreprendre. T'es pas entrepreneur. T'es pas entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est compliqué. J'ai une petite parenthèse. Quelqu'un qui m'a mis une pique face. Un mentor digital, comme j'appelle ça. Quelqu'un que je regarde beaucoup en ligne qui s'appelle Myron Golden parce que je partage des valeurs communes avec lui sur la foi, sur la conviction, sur la manière de vendre, sur la manière de faire du business. Et il dit une chose, c'est qu'il y a 4 niveaux de valeur. Le premier niveau de valeur, c'est l'implémentation. C'est-à-dire que c'est ton temps multiplié par ton énergie qui te permet de pouvoir gagner de l'argent. Mais le temps et l'énergie, c'est des ressources limitées. Et si tu multiplies 2 ressources limitées, tu obtiens des résultats limités. Forcément. Ensuite, quand tu montes un step, tu vas avoir l'unification. L'unification, c'est, on va dire, le management, si on peut le simplifier. C'est, tu transmets les bonnes directives à des personnes qui, eux, utilisent leur temps et leur énergie pour gagner de l'argent. Donc tu leur transmets des directives et c'est ta capacité de manager, de gérer, finalement de créer cette culture pour que tes équipes soient en capacité d'apporter de la plus-value, pour que toi tu sois en mesure de gagner de l'argent et continuer à développer ton activité. Donc ça, je dirais, le Head of Sales, il a un pied dedans. Mais il n'a pas les 2 pieds dedans. Il a un seul pied dedans. Le 3e step, c'est la communication. La communication, c'est là où tes mots ont un impact et vont déplacer des masses. C'est-à-dire que si tu fais du contenu aujourd'hui, un contenu peut te ramener 20 clients, 100 clients, 300 clients, 3000 clients. C'est tes mots qui ont eu un impact et qui vont ramener du monde à toi. Ça, c'est encore un 3e niveau. Et il y a cet aspect où finalement, tu dois avoir la capacité d'être en mesure finalement d'avoir un impact avec tes mots, un impact avec ta vision. Et ce que tu vas mettre en place, c'est des actions à fort levier. Tu vois, les actions à fort levier qui apportent un impact, qui déplacent des masses. Pas juste, j'ai closé une personne en one-one. Non, là, on parle de one-to-many. Tu vois, et là, tu es dans cette 2e case. Ou du one-one, mais du one-one qui te permet d'aller chercher des gros tickets. Parce que ce que tu viens de dire vis-à-vis de la vision, je connais des personnes qui ont des offres à 70 000 € juste pour la vision. Tu payes 70K, t'as une vision. T'as une vision, mais ça dure combien de temps? Parce que la réalité, il y a la culture. Comme tu me le disais, on était en mode charbon USA. Daily Huddle, boum, ça cartonne, tout le monde se pousse. Demain, on te met une offre à 70K ici, t'arraches tout. On te remet l'offre à 70K quand on est passé en corpo, qu'est-ce qui se passe? La vision, elle s'éteint petit à petit. Parce qu'il n'y a plus ce drive, il n'y a plus cette culture. Parce que finalement, c'est la culture de haute performance. Je disais, j'ai fait un contenu, je vais le sortir bientôt. T'as vu une culture dans laquelle ça devient une honte de closer en plusieurs fois parce que dans la team, on collecte du pif. Bien sûr, 100%. Tu vois, cette culture-là où tu te réveilles. Tu vois, je parlais avec une personne qui me disait, en fait, il closait sur le marché US. 80K collectés en commission pour lui sur le marché US, un de mes mentors, et il me disait, en réalité, j'étais dans une équipe où la culture, c'était que les mecs, ils pleuraient dans le canal quand ils avaient closé en plusieurs fois. Ils pleuraient, purée, j'ai closé en plusieurs fois, j'aurais pu le closer en pif, il aurait dû faire un crédit. Et ils pleuraient comme ça, parce que c'est la culture, c'est le mindset. Et du coup, ça m'amène à mon 4e niveau de valeur, c'est l'imagination. C'est d'être en mesure de créer des solutions, d'où l'outil que je suis en train de créer. C'est d'être en mesure de créer des solutions qui règlent des problèmes et qui vont permettre vraiment de solutionner des choses. Et finalement, quand tu montes en conscience, ok, avant tu étais salarié, maintenant tu es devenu freelance closer, tu gagnes du cash, ensuite tu vas potentiellement devenir head of sales. Il y a cet aspect où finalement il faut évoluer. On peut pas rester au même endroit et stacker finalement notre situation, stagner et ne pas avancer parce que la réalité c'est que finalement on est en 2026 et 2025 c'est passé vite. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Et tu vois, je pousse la chose. Regarde, les grands entrepreneurs, ils sont un peu sur l'opérationnel. Même sur l'exécutif. Ils se reposent là, principalement un certain temps sur l'imagination, de nouveaux produits, de nouvelles idées, de comment justement quelle est la vision que je vais donner à ma boîte et où est-ce que je veux l'emmener. Tu pousses vraiment la chose. Tu vois, tu as forcément un peu de gestion, de retour avec les équipes, etc. Mais tu arrives sur ça à un moment donné. Et oui, c'est smart, mais je trouve que ce que tu as développé, c'est vraiment pertinent. C'est vraiment smart parce que tu permets en fait aux closers d'avoir une autre possibilité d'évolution. Tu permets aux infopreneurs, une fois qu'ils ont toute la structure, de pouvoir recruter un head of sales et de scaler. Mais il faut quand même, moi je suis partisane de ça, que eux aient quand même vraiment développé leurs compétences en vente et quand même recruter leur premier closer et passer par un head of sales, c'est du plus pour permettre de manager mais aussi de scaler. Tu passes pas directement par un head of sales quand t'as rien au début, tu vois. Là tu parles des infopreneurs. Ouais, 100%. Tu vas pas passer par un head of sales si tu tournes à 10K par mois. Qu'est-ce qui va faire déjà l'head of sales chez toi? Faut au moins que tu recrutes au moins un closer, sauf si on prend le modèle dont on a parlé, que tu as déjà du 20-30 calls, tu passes par un head of sales qui va te prendre les calls, qui va lui-même les closer. Dans ce cas-là, il faut que ce soit un head of sales qui soit en mode vas-y, viens, je vais sur le terrain et je vais les closer. Et d'ailleurs, pour vous, ceux qui passent head of sales, n'hésitez pas à faire ça marche très bien. Et tu recrutes au fur et à mesure. Mais
Mais, parce que tu peux set des standards en soi. Ouais, il faut quand même que l'infopreneur, même si tu confies tout à un head of sales, qu'il soit quand même compétent. Impliqué aussi dans l'acquisition. Oui, l'acquisition, bien sûr. Parce que mais dans moi, la tu vois, sales. même compétent. Ah ouais, pourquoi? Mais dans le sales, parce que c'est la même chose. Je te dis, tu recrutes pas. Attends, je te dis, tu recrutes pas un closer si t'es pas formé, parce que sinon, tu sais pas s'il est bon ou mauvais. Oui, tu recrutes un head of sales, tu sais pas. Après avoir amené ton business à un certain moment. Mais ça, il faut passer par toi. Ça, ils passent par toi. Ils vont amener leur business à 30, 40, 50, 60. Et là, ils auront des problèmes de riches. Bien sûr. Mais c'est dans ce sens-là que je veux le dire, c'est que faut qu'on leur fasse pas croire que le head of sales c'est la solution magique au scaling. Va d'abord structurer, et une fois que tu as structuré, là tu passes par des head of sales pour te permettre de créer, de booster ta croissance et là de scaler. C'est comme un top closer. Un top closer dans un mauvais véhicule ne reste pas longtemps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans certains endroits. Et finalement, c'est la même chose. Un top head of sales dans un mauvais véhicule ne reste pas longtemps. Et un mauvais head of sales dans un top véhicule, le top véhicule s'écroule aussi. Exactement. Le véhicule s'écroule. Ouais, et c'est ça, je l'ai vu. Hein. Dans une boîte l'année dernière, ils faisaient 84 chiffres d'affaires. Ils sont passés à 10-15. Wow. Parce que le head of sales c'était pourri. Et parce qu'en fait l'infopreneur a dit moi je veux plus gérer la vente, moi je sais pas faire, donc je passe par un head of sales. Tiens, le siège je l'avais fait un peu tout seul, je passe par un head of sales et en fait le head of sales a craché le marché, a craché l'offre. Et il était focus sur cette activité ou il faisait deux choses à côté? Il était focus là-dessus. C'est un head of sales qui est pas bon. C'est celui chez qui j'avais investi les 15 000 euros. Ok, exact. Il a été dans sales aussi. Anyway. Bref, et du coup, il a fucked up ce business dans lequel j'ai travaillé après. Donc, moi, j'arrive dans un business. Il y a plus ça faisait 3 ans que je voyais des offres de mise en relation, un gros ticket et tout. J'arrive dans l'écosystème en tant que closeuse. Je vois qu'il n'y a pas d'autre closer, qu'il y a une setteuse, mais qu'il y a 10 calls par jour. En fait, c'est comme si tu arrives dans la classe, il y a un chat, il y a des papiers qui volent, c'est vide. Et je vois qu'il y a des gens qui sont rentrés, mais qu'il n'y a plus personne qui rentre dans l'accompagnement. Et là, je me pose des questions. Je me dis, mais c'est bizarre. Il y a des trucs qui sont bizarres. Tu vois. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je me rends compte que l'infopreneur, pas un retour avec les closers, donc avec moi, parce que j'étais la seule sales, pas un retour en 2 semaines. 0. Moi, premier call, je close et tout. 0 retour. Et là, tu te dis, c'est bizarre. Les trucs collent pas, tu vois. Et en fait, je commence à creuser. Pas de nurturing, pas d'investissement. Lui, en fait, il se disait juste, je veux déléguer et tiens, débrouillez-vous. Et en fait, c'est à ce moment-là où, quand son bras droit m'a expliqué ce qui s'était passé, j'ai compris pourquoi il faisait plus le chiffre d'affaires qu'il faisait, même s'il disait qu'il le faisait toujours, je voyais bien que ça rentrait pas, tu vois. Et pourquoi ça rentrait pas? Parce que lui était là en disant, bon, vas-y, YOLO, moi je suis cool, je suis à Dubaï, je chill, je vais au foot, je suis avec Yacoubi et tout, parce que c'est le cas, et je chill, et en fait je délègue tout l'acquisition, je gère moi juste la delivery, j'ai un closer, il se débrouille par la conversion. Il a dû faire la même chose avec la partie head of sales, mais ça suffit pas. Faut que tu sois les mains dans ton business. Regarde Mathis Chloé, il fait du gros chiffre d'affaires, mais il est dans son biz. Mathis Chloé, il bosse tous les jours, enfin tu le vois bosser en tout cas, tu vois. Et je suis convaincue qu'il est là à bosser tous les jours. C'est pas comme les autres qui pensent que quand tu développes un business, au début tu t'investis un peu et que dès que tu n'as plus envie de t'investir, tu délègues parce que tu n'as plus envie de le faire et ton business va tourner. Tu dois créer un système. Tu dois créer un système. En fait, tant que tu n'as pas de système, puisque finalement, tu vois, il y a 3 types de personnes. Tu vas avoir, et je ne parle pas de ce qu'il y a dans la poche, je parle du mindset. Tu vas avoir les pauvres qui vont avoir le mindset de ok, je vais travailler pour un salaire à la fin du mois, je charbonne. Tu vas avoir les gens qui sont au milieu, on va dire les middle people. Ils vont être dans ce mindset de ok, je veux travailler et de temps en temps je veux chill. Et tu vas avoir ceux qui veulent travailler pour des systèmes. C'est-à-dire, ils travaillent pour construire des systèmes et ces systèmes vont les payer. Tu vois. Et quand tu travailles, tu construis un système et que ce système te paye constamment sans que tu n'aies besoin d'être à monitorer tous les jours parce que le système est solide, là ça te permet de pouvoir mettre ton énergie dans des actions à fort levier. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec mon élève qui a permis à l'infopreneur de passer de 100 cas collectés à 400 pratiquement 500 là collectés en 2 mois finalement, tu vois. C'est que là aujourd'hui, certes, on est parti chercher les 500 cas, mais maintenant on va rentrer petit à petit dans une nouvelle phase parce qu'il y a plusieurs saisons. Tu vas avoir des sessions de focus, tu vas avoir des sessions où tu vas commencer à regarder qu'est-ce qu'il faut enlever. Tu vas pas ajouter, mais qu'est-ce qu'il faut éliminer dans ta routine actuelle pour être en mesure de te concentrer sur les actions à fort levier. Comment on fait pour amener les 500 cas au mois à la semaine? Parce que finalement, aujourd'hui, avec certaines stratégies, tu peux les ramener à la semaine. C'est-à-dire, comment tu fais pour amener les 500 cas que tu fais par mois à la semaine? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut en termes de trafic? Et ça, je l'ai rajouté dans l'outil, c'est que c'est un reverse engineering, en fait, basé sur le montant que tu veux collecter. Tu sais exactement combien de leads tu dois avoir, tu sais exactement combien de rendez-vous tu dois booker, combien de show-up, combien de close, combien de setters, combien de closers. Et combien de budget tu dois développer en du temps. Ça, tu vois, je le fais à la main, perso. Mais ton outil permet vraiment de gagner du temps. Non, mais c'est smart ce que tu viens de dire. J'avais un sujet, mais je sais plus dont je voulais parler. De quoi je voulais parler, je voulais rebondir sur ça. Ah oui, sur les possibilités. C'est-à-dire qu'après, parce qu'on peut se dire, ok, je suis head of sales, mais après, il se passe quoi? Parce que je suis encore sur le terrain. Je rappellerai juste qu'un head of sales, à 3h du mat, on t'appelle, on te dit, j'ai un souci, tu réponds. C'est le truc, c'est qu'après tu peux aussi partir sur des modèles où tu peux déléguer, c'est-à-dire que tu peux partir sur un format d'agence que tu fais aussi si je me trompe pas, où tu as plusieurs infopreneurs externalisés, et dans ce cas-là tu peux en avoir plusieurs, et là tu recrutes soit des head of sales, soit des sales managers pour te gérer. Ok, toi tu gères les coachings, tu gères la réécoute d'appel, tu gères les duels quotidiens, et moi je prends du levier, et dans ce cas-là tu peux gérer une sales team, 2 sales teams, 3 sales teams. Donc oui, tu perds un pourcentage avec lui, sauf que tu as négocié plus avec l'infopreneur, et dans ce cas-là tu donnes toi le pourcentage et tu payes tout, ok, et dans ce cas-là tu peux gérer plusieurs sales teams, ça permet de faire grossir ton panier. Exactement. Et c'est là où moi je trouve que c'est pertinent de négocier directement
directement avec l'infopreneur le budget alloué à la seule Steam. Et comme ça, toi, tu mets aussi des systèmes de bonus. 100%. Tu vois, parce que quand tu es head of sales, tu n'as pas juste je réécoute mes appels. C'est plein de stratégies. On n'a pas forcément parlé de management, mais tu as plein de stratégies de management qui entrent en jeu pour faire en sorte que les closers performent. Dont une que moi j'aime bien, c'est les systèmes de bonus et de rémunération positive. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il faut rémunérer au plus bas des possibilités et tu mets des bonus. Tu veux dire quoi par au plus bas? C'est-à-dire que par exemple, sur du closing, tu vas rémunérer du 10%, tu vois, ou des systèmes de palier. 8% si en dessous de toi, tu as ton seuil de rentabilité, t'es break-even à un certain stade, tu rémunères à 8 en dessous, tu passes les différents seuils et tu ajoutes des bonus ou des systèmes de rémunération positifs. Ou tu rajoutes aussi des bonus, par exemple, sur une semaine de challenge ou de webinaire, premier qui va chercher le plus de chiffre d'affaires, tu vas chercher 500 €. Je viens d'ajouter ça dans une team. C'est en fait, je leur donne des objectifs au mois, je le break down à la semaine, je le break down à la journée, et je leur dis, ok, le premier qui va chercher son objectif dans la semaine, il attend de primes en plus. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Ouais, t'as plein de choses en fait qui peuvent être faisables, mais je pense qu'il faut hiérarchiser les objectifs et les bonus, enfin les carottes, parce qu'en vrai c'est des carottes, comme un âne, hein, on va pas se mentir, de manière annuelle. Je dis les choses. J'ai d'avoir l'image dans ma tête. Mais c'est ça. Tu sais, à la fin de la semaine, t'as ta carotte et t'es là et tu cours après et tu vois les challenges. Il y a différents types de trucs. Tu vois, tu peux avoir des bonus sur la rapidité d'exécution, tu peux avoir des bonus sur la perf. Moi, j'aime bien faire des bonus en fait différents par rapport au drive que tu vas apporter. Moi, ce que j'aime bien mettre en place, c'est des bonus déjà selon les périodes de l'année. Tu sais, si t'as en été, potentiellement mettre un voyage, des trucs comme ça. Ensuite, mensuel. Ok. Donc, je sais pas si c'est encore un voyage et tout. Des iPhone, voyage. Par exemple, là, c'est la fin d'année. Pour décembre, il y a ça. Novembre, il y a ça. Octobre, il y a ça. Et chaque mois, t'as un cadeau différent. Et donc, chaque mois, les gens vont se dépasser encore plus. Et donc, après, t'as les objectifs qui sont là tous les mois. Par exemple, le premier qui close 5 pifs, il prend 500 € supplémentaires. C'est exactement ça. Donc, ça, tu mets des objectifs sur le mois. Et après, tu mets des objectifs à la semaine ou à la journée. Par exemple, ok, celui qui fait le plus de chiffre d'affaires cette semaine sur une semaine de webinaire, si on atteint par exemple 100 000 € sur la semaine, le premier qui fait plus de 100 000, il prend 500 €, 1000 €, un iPhone. Et après, tu peux aussi le faire à la journée. Et après, j'explique les objectifs et pourquoi on fait ça, quelles sont les conséquences sur le cerveau humain et dans le management. À la journée, ensuite, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, concrètement, sur la journée, le premier, par exemple, là, le premier qui close, il prend 200 balles. Tu es dans un huddle, tu es en meeting, les stats sont pourris de ta team, tu te dis, ok, là, les gars, ça va pas, le premier qui me fait un close en pif là maintenant, il prend 200 ou 300 ou 400 €. Le premier qui close plus. J'aime bien faire un truc. J'aime bien faire un truc. Tu vois, ce genre de challenge, moi j'aime bien faire un truc. Ça me fait rire à chaque fois que je le fais. Je leur mets une prime, je leur mets un challenge. Je leur dis, guys, moi personnellement, je suis pas sûr que vous allez arriver, mais vas-y, je la mets quand même au cas où on verra. Tu sors du call. À peine une heure après, boum. Pourquoi? Parce que en fait, il y a cet aspect de drive aussi de ah ouais, tu penses que je vais pas réussir? Et boum, tu te challenges. Et tu vois, il y a cet aspect où ça dépend du management. Ça dépend du management et de la considération. Parce que tu vois, tu peux l'idée par la peur, par le ça, ou tu peux l'idée aussi par le challenge, la considération et l'amour. Moi, je donne énormément d'amour à ma team. Okay. C'est love to love, copain. C'est pas des petits cœurs là. C'est pas love to love, copain. Mais c'est quand je te dis que je leur donne de l'amour, c'est quoi ton objectif, toi? Ah, moi, je vais faire 5 000 € par mois, je vais faire 10 000 € par mois. Viens avec moi, je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses les atteindre avec moi. Tu vois, je parle d'un de mes top closers avec lesquels, aujourd'hui, maintenant, il gère une équipe de vente avec moi. En mai 2025, je le recrute. Et sur le papier, il n'y avait rien pour le recruter. Rien. Il collectait 1 700 € chez son infopreneur. 1 700 €. Et du coup, 170 € de com. Mais j'avais vu dans ses yeux, j'avais vu dans ses roleplays, etc., que oui, lui, il était en capacité de pouvoir faire les choses. Il me dit, ouais, moi, je veux faire 3-4 000 € par mois. Je dis, pourquoi tu veux faire 3-4 000 € par mois? À ton avis, c'était pourquoi? Pourquoi selon toi, il voulait faire juste 3-4K? Ça, c'est plusieurs. Pourquoi il se limitait à ça? Pourquoi il se limitait à ça? Pourquoi il se disait, ouais, moi, c'est 3-4K? pas possible d'aller chercher plus. T'as plusieurs possibilités, ça dépend de chacun. Des fois, quand on se limite, c'est soit parce que moi, j'ai connu des gens comme ça qui avaient vraiment pas d'ambition. J'en ai connu. Bah, moi, 3-4 000, c'est déjà énorme et je veux pas aller chercher plus. Même si je peux faire plus, je veux pas. Parce que je veux pas investir plus de temps. Parce qu'en fait, les gens pensent que plus tu vas travailler, plus tu vas gagner, plus tu vas devoir travailler. Mais en fait, plus tu gagnes, moins tu travailles. C'est ça que les closers sont ceux qui bossent le plus, les gars. Ouais, 100%. Bah, quand tu es dans l'implémentation, je t'ai parlé des niveaux de valeur. Quand tu es dans l'implémentation, c'est ton seul levier, ton temps et ton énergie. Quand tu lances un business, tu bosses encore plus et développer tes compétences. Mais juste pour revenir du coup sur la partie bonus, parce qu'on juste finir les bonus pour l'explication, parce que ça c'est intéressant pour ceux qui vont devenir head of sales et leur expliquer aussi ça. La différence entre un closer et un head of sales. Un closer, il est là et on met les techniques de. En vrai, c'est de la manipulation et de l'influence, on va pas se mentir, et du management. Le management, c'est ça. On met les techniques en place et le head of sales, toi, t'as la visu sur tout ça et tu vois ce qui marche pour dynamiser l'équipe. Et t'as plusieurs choses. Les bonus, c'est un système que moi j'aime beaucoup parce que ça permet en fait de booster le chiffre d'affaires et de créer une compétition positive dans l'équipe et du challenge aussi bien personnel qu'en équipe. J'aime bien aussi mettre, ça c'est un petit parce qu'il faut donner du concret. Des fois les gens disent à nous qu'il n'y a pas assez de concret. Ok, tu crées un canal sur Slack spécialisé, tu sais où tu as tous tes paiements qui arrivent avec une automatisation Zapier et tu fais en sorte que les gens commencent à mettre des flammes, des emojis. Tu sais, genre tu peux mettre les emojis sur ton Slack pour booster. Et comme ça, quand tu mets un challenge sur la journée, tu vois les différents calculs de chiffre d'affaires. Et t'hésites pas aussi dans tes huddles, rappeler, ok, lui il est déjà à ça, lui il est déjà à ça. Et ça va
booster les gens en fait et montrer que c'est possible de le faire. Et ça en fait ça va permettre de créer une dynamique dans l'équipe où tu vas aller chercher plus de chiffre d'affaires et même si tout le monde, même si tu te dis ok mais je vais donner 500 euros, 1000 euros de bonus en supplément, ok d'accord, sauf que les trois quarts, toute l'équipe va tous se pousser vers le haut parce que même s'il y en a qu'un seul qui atteint l'objectif, ils auront tous la volonté d'atteindre. Ils auront tous la volonté de l'atteindre et du coup ça crée une émulsion d'équipe. Bien sûr. Et ça c'est bien de le mettre en place quand tu as par exemple des mois un peu moins bien où tu sais que tu as beaucoup d'argent, tu regardes ton cash qui est en extérieur, tu fais ah ouais ok là on met ça, allez tous me les chercher. Il y a des trucs qui sont sympas. Mais juste pour conclure là-dessus, donc c'est quand tu es head of sales, c'est pas juste la capacité à savoir analyser des appels de vente, à savoir closer. Non, tu es sur des compétences et des smart skills qui sont beaucoup plus deep que juste savoir closer. Parce que si tu savais juste closer. Ou juste savoir transmettre le closing. Ouais, c'est pas juste ça. Ça, t'es sales manager, mais t'es pas head of sales. 100%. Je sais pas, j'étais en train de t'expliquer. Ah oui, et en fait, tu vois, la raison pour laquelle il se limitait, c'est parce que son head of sales lui avait dit que les top closers faisaient 3-4K par mois. Je lui ai dit, mon gars, viens avec moi, tu vas commencer par faire 5K. Et ensuite, on va voir le reste. Il rentre chez moi, 5008 le premier mois, 2 mois après, il fait 10K. Et il n'est pas sur un challenge, il n'est pas sur un webinaire, il est en evergreen. Il est sur une offre à combien? Il est sur des offres classiques. À 2-3 000? Des offres à 2-3 000. Offre à 2-3 000 et une offre à 6K. Et la différence, en fait, la différence, c'est le mindset. En fait, le mindset dans lequel il est arrivé, le mindset que je lui ai transmis, le mindset de la culture, c'est qu'en fait, il y a trop de closers princesses sur le marché. Mais tu sais pas ce que je veux dire. Trop de closers princesses sur le marché. Tout à l'heure, tu me parlais de ton frigo. La problématique, c'est quoi? C'est que, en fait, tous les closers qui étaient là, ils voyaient pas le cash, ils voyaient pas la valeur. Mais lui, il allait faire des follow-up, il faisait des pré-qualifs, il faisait du setting, et il n'y avait pas une heure dans sa journée où il n'était pas en money making activity. Je faisais pareil. Et c'est ça, tu sais, un jour, il y a un gars en Afrique du Sud qui est venu me voir, qui m'a dit Anouk, moi j'arrive pas à dépasser les 2K. Alors pourtant, on a le même nombre d'appels, des fois j'ai même plus d'appels que toi. Comment tu fais pour faire x2, x2,5 sur mon chiffre d'affaires au minimum, enfin sur mon. Je fais, ok, mais tu fais quoi? Ah bah, je prends les calls que j'ai. Ok, moi, tu sais ce que je faisais? Moi, tous les mois, une fois par mois. D'ailleurs, j'en sors une vidéo là bientôt. Fin du mois, je rappelle tous les leads du mois. Tous les leads d'il y a 2, 3, 4 mois. Tous les leads que j'ai eu depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a une journée dans mon mois où je rappelle tous les leads depuis le début. Et je fais ça tous les mois. Et en fait, tu vas récupérer des calls, tu vas récupérer des personnes qui te connaissent, qui peut-être que maintenant c'est le bon moment, que tu vas rebooker là dans les prochains jours, ou même si c'est pas le bon moment et qu'ils te disent, ah bah en fait là je peux pas, mais ça sera dans un mois. Ok, dans un mois, on se met une date et on s'arrête une date. Et ça te permet en fait de faire des ancrages et de les rappeler jusqu'à ce qu'ils te disent non. Donc oui, les gens en fait ils sous-estiment ça. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense aussi que vis-à-vis des commissions des closers, on est plafonné vis-à-vis du prix de l'offre. Surtout sur du B2C. J'ai rarement vu des gens sur des offres à 3 000 euros qui allaient chercher les 7, 8, 9, 10 000 euros. Pour moi, c'est pas possible. Généralement, c'est très difficile sur une offre. Moi, là, j'ai deux élèves qui closent sur une offre à 3K et les deux, ils tournent à 8K. Ok. Et c'est quoi comme funnel? C'est funnel classique. C'est quoi, c'est l'e-com? Non, même pas, c'est de la Fisca. Ok. Offre à 3K, de la Fisca. Ça paye en pif ou en 2 fois. Ils sont à 10%. Ah, ça paye en pif ou en 2 fois. En pif ou en 2 fois, ou 3 fois parfois. Mais sur la Fisca, t'es pas sur du B2C traditionnel. Ça reste 3K, tu vois, ça reste le même pricing. Peut-être. Mais moi, ce que j'ai remarqué, là, je parlais vraiment du B2C traditionnel, tu vois, ou même sur les gens qui font. Ouais, c'est vrai, parce qu'en vrai, sur des offres je connais des closers sur des offres à 4-5 qui vont chercher les 10, 10-15, tu vois. C'est possible. Mais de ce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de closers qui allaient chercher les 3-4, qui arrivaient difficilement à dépasser ça aussi vis-à-vis du montant de l'offre. Tu vois, moi, chez Closing Mastery, l'offre était en moyenne du coup à 2,5. Tu vois, si on prend tout, etc., en panier moyen. C'est difficile d'aller chercher du 10-15. En fait, avec une offre à 2-3K, finalement, tu as 300 euros de com. C'est chaud. En sachant qu'il y a le cash collecté qu'il faut compter aussi. Qu'il y a du CPF, des fois. Parce que c'est des gens, tu sais, c'était. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'offres en CPF, mais ouais, le CPF, c'est une. Moi, j'avais moitié-moitié. C'est une tannée CPF quand même. Mais en CPF, j'avais. Ils payaient direct ou ils payaient dans 3 mois? Ils me rémunéraient moins dans 3 mois. Sauf qu'il y a eu des soucis avec. Je vais pas parler du CPF. Non, je vais pas m'aborder là-dessus. Juste pour que les gens comprennent pourquoi il y a plus de CPF. Moi, de ce que j'ai fait un réel là-dessus il y a 2 jours, moi j'ai compris qu'en fait, parce qu'il y en a plus maintenant, il y a plein de gens qui me disent nous pourquoi on peut pas payer en CPF, etc. Parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai des clients qui me disent ça aussi, qui me disent mais pourquoi on peut plus payer en CPF. En fait, moi je vois le CPF, et ça c'est une petite parenthèse, comme à la banque. En fait, c'est un compte bancaire que tu as à la banque. C'est-à-dire que toi tous les mois tu mets de l'argent, ok. Sauf qu'en fait, ce compte bancaire il appartient à la banque et la banque c'est l'État, donc caisse des dépôts, ok. Sauf que la banque elle est en faillite. La banque elle est en négatif, elle doit énormément d'argent, elle a des dettes et des découvertes de ouf. Est-ce que tu penses que la banque va te laisser récupérer tous tes fonds d'un coup et que tout le monde sorte les fonds? Non, parce que tu risques un crash. Sauf qu'en fait, le CPF, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant des années, les gens ont sorti leurs fonds. Sauf qu'il y a eu des délires avec le CPF où moi, je faisais passer 2-3 dossiers à 2-3 000 euros par jour, des fois. Tu vois. Et il y a ce truc où en fait, les gens ne se conscientisent pas que l'État aussi a mis plein de régulations en place pour bloquer la sortie de ces fonds parce que c'est des fonds qui sont à la caisse des dépôts. Et eux, ils n'ont aucun intérêt qu'ils aillent dans des sociétés privées qui ne soient pas forcément liées à l'État et que ces fonds sortent. Vu que c'est des milliards d'euros, ils font en sorte de bloquer. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup de sociétés aussi qui sont à l'étranger. Du coup, ça fait juste de la fuite de fonds. Ouais, de la caisse à fond. Ouais, 100%. Mais ouais, donc oui, ça c'était une parenthèse. C'est vrai que moi j'ai remarqué ça. Après, je sais pas, j'ai pas fait de chiffres, j'ai pas fait d'analyse et d'estimation, enfin de statistiques. C'est pas des vraies statistiques parce que c'est pas, y a pas de datation. Où je me rends compte que les rémunérations généralement elles tournent autour du prix moyen de l'offre, plus ou moins, tu vois. Sauf pour les vraiment bons closers dans l'écosystème qui vont chercher plus. Stat. Ta REM, elle est pas plus haute que le prix moyen de ton offre. Mais tu sais que j'ai vu beaucoup d'écosystèmes avec des closers moyens. Mais je t'assure, va dans un écosystème, prends la moyenne sera autour de l'offre.
Et ça, je suis prêt. Je l'ai analysé. Hein. Après, si ton offre elle est à 3K. Mais t'es en moyenne à 3K. Tu vas gagner 3K. Oui, mais je t'assure qu'en moyenne, j'ai vu ça. Après, t'as des bons closers qui vont chercher plus parce qu'ils mettent tout ce qu'il faut en place autour. Mais les moyennes des closers qui se concentrent juste sur OK, je prends mes calls, j'ai mon 30% de taux de conversion. Logiquement, tu vas aller chercher la moyenne de l'offre. Mais tu vois, il y a cet aspect de ouais, 30% de conversion, c'est bien. Qui a dit ça? C'est pourri. Qui a dit que c'était bien? C'est les datas après. C'est le marché. Le marché, techniquement, c'est médiocre. Parce que c'est la moyenne de tous les gens médiocres accumulés ensemble pour faire une moyenne. Ça veut dire que, en fait, pourquoi on peut pas avoir 100% de taux de conversion? Ça, c'est pas possible. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, tu peux avoir deux types de croyances. Tu peux avoir une croyance dans laquelle tu dis, ouais, dans tous les cas, je peux pas avoir. Non, je t'explique. En fait, je t'explique la loi de l'attraction. Non, je rigole. Non, je rigole. En gros, je t'explique une manière de voir les choses. C'est que, en gros, si tu pars du principe que tu vas faire 30% de taux de conversion, tu vas faire 20 ou tu vas faire 30. Mais si tu pars du principe que tous les prospects sont closables et que tu peux tous les closer à 100% de taux de closing, tu vas pas avoir 100% de taux de closing parce qu'il y a des véritables problèmes logistiques. Par contre, ton taux de closing, il va être plus élevé que tous les autres dans ton équipe. Parce que c'est toujours ici. Ça, je suis d'accord, et ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'est hyper pertinent. Tu sais que moi, quand les gens me disaient, et c'est pour ça que des fois en closing, on dit pourquoi, c'est quoi ton objectif? Mais vraiment ton objectif, pas juste ton objectif parce que tu dis je peux atteindre ça. Ok, c'est quoi le vrai objectif? Et les gens me disaient bah 3, 4, je fais ok, mais ça, c'est ce que tu veux vraiment finalement? Non, c'est juste la première étape. La première étape. Ok, c'est quoi le vrai objectif? Ok, et le vrai objectif, c'est quoi? Tu vas aller chercher combien? D'accord. Mais du coup, pourquoi tu me dis pas ça? Parce que je me dis je peux atteindre que 3000. Ok, mais du coup, si tu me dis que tu vas aller chercher 15 000, bah dis-moi 15 000. Mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, moi, je pars du principe que quand tu te dis je vise les étoiles, tu vas peut-être arriver sur la lune, ou peut-être tu vas rester un peu moins bas, tu vois. Peut-être que tu vas atteindre la lune. Enfin, tu vas atteindre les étoiles. Alors que si tu te dis bah je fais 3K, ok, tu vises la lune, mais peut-être que tu vas rester juste dans l'atmosphère. Exactement. Donc, et tu vas accepter des choses d'une personne qui fait 3K. C'est ça. Donc, et des gros objectifs, mais avoir des gros objectifs ne va pas faire de toi que tu vas réussir. C'est-à-dire, et quelqu'un de successful. Si tu veux devenir quelqu'un de successful et atteindre vraiment ces objectifs, faut mettre les steps. Je parlais d'un closer tout à l'heure, dinguerie. Le closer avec lequel j'ai mangé juste avant de venir. Il est à 82% de taux de closing. 82. Que du pif, à 8K, que ça. Bien sûr. Et il me dit ouais, je veux rejoindre ton accompagnement Head of Sales. Et en gros, là, il faut que je performe dans mon offre, etc. Parce que il vient juste de commencer. Hein. Il se fait coacher par justement mon top closer dont je t'ai parlé, Akram. Donc, il se fait coacher dans le sales cartem de Akram pour pouvoir améliorer ses skills de closing. Et du coup, il rentre dans une offre, il performe. Là, ça fait que 2 semaines qu'il est dedans, il n'a pas encore été payé. Ça veut dire qu'il n'a pas encore de liquidité. Du coup, il me dit comment je peux faire pour performer davantage chez moi et ensuite venir chez toi et me lancer en tant qu'Head of Sales. Je lui dis, t'as combien de calls par jour? Il me dit 3. Je dis, attends, t'es en train de me dire que sur 10 personnes, t'en closes 8, mais t'en as que 3 par jour. Mais pourquoi tu prends pas des calls de setting pour te booker des rendez-vous? Ou pourquoi tu remontes pas l'information à l'infopreneur? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des leads, mais il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir faire le nécessaire. Après, il me dit, waouh. Je dis, bah ouais, t'as des no-shows que tu peux rappeler, t'as un frigo que tu peux aller taper dedans. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que finalement, si tu arrives à avoir 10 personnes au téléphone chaque jour, peut-être que ton taux de conversion, il va descendre un peu. Mais la réalité, c'est que si ton taux de conversion, il est celui-ci, et que tu sais que tu closes en pif, littéralement, tu es en train de perdre de l'argent chaque jour parce que tu n'es pas proactif. Bien sûr. Mais les gens sont, quand tu disais closer princesse, c'est ça. C'est les gens sur le marché. Et c'est pas que closer princesse, c'est infopreneur princesse aussi. C'est les Français princesses. Et je vais faire une comparaison après avec les Africains. J'y viens. Ok. Mais moi, je pars du principe. Qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Tu vas voir. Mais pour moi, à l'heure actuelle, beaucoup d'entrepreneurs attendent que les choses tombent du ciel. Veulent plus faire les choses. Mais moi, ça m'arrive. Je vais pas mentir. Et je me mets aussi dans le lot. Mais je pense qu'on a tous un peu de ça. On a tous un peu, tu vois. Et on a ce truc de. On a beaucoup de... Et je pense que c'est aussi sociétal, dans le sens où en France, on a la sécu, on a tous les trucs en fait qui tombent, tu vois. C'est-à-dire que limite, t'as un souci, t'as pas vraiment de souci parce que tu sais que t'as un filet de sécurité derrière qui va te rattraper, qui est l'État. Même si, bon, le filet de sécurité et des trous dedans, il est quand même là, tu vois. Et donc, je me rends compte que beaucoup de personnes se contentent de ce qu'ils ont alors que le potentiel est bien plus supérieur et qu'ils peuvent aller chercher plus. Et en opposition, je vois les Africains, j'ai fait un réel là-dessus il y a pas longtemps, mais je vois les Africains qui sont là, qui sont déter, qui ont pas de filet de sécurité, parce que tu te casses ta figure, tu finis dans la rue. Et si c'est que dans la rue, hein. Et limite, la rue, tu y es déjà, tu vois, donc tu peux pas tomber encore plus bas. Qui, eux, se dépassent, qui eux font tout pour y arriver, qui eux sont les premiers à participer au webinaire, à aller à se former sur YouTube, à commenter, à liker, à avoir envie en fait, à avoir la dalle, et eux à aller faire les cheat jobs que nous on n'a pas envie de faire. 100%. Alors qu'en vrai c'est eux qui vont aller chercher plus de cash limite à la fin, tu vois. Enfin, je pousse un peu la chose et j'extrapole, mais c'est eux qui sont plus disciplinés et déterminés pour faire la tâche finalement. Tu sais que je suis presque convaincue que d'ici quelques années, s'il n'y a pas les blancs qui bloquent en disant oh on veut pas d'eux et on bloque et on leur laisse pas d'opportunité, que les Africains vont à un moment donné dépasser les Occidentaux, en tout cas sur le closing, setting, etc. Parce qu'ils sont payés moins cher, même montage vidéo, ils sont payés moins cher, ils sont bien plus compétents parce qu'ils sont bons, ils ont envie, ils se forment. Ce que tu dis, c'est profond. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect des Africains, et je pense que c'est encore plus deep. Dans le sens où, finalement, tu as mis 2 parallèles en face. Le premier parallèle, c'est qu'en France, on est en mode 1 pour tous pour un, etc. Aux États-Unis, bro, t'as pas 15 000 euros, tu crèves sur place, tu rentres pas dans l'hôpital. Ah oui, je sais. Crève sur place. Ah ouais, t'as pas 15 000 euros, que le bon Dieu soit avec toi. Mais la réalité, c'est que. Tu pourras pas payer une tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et tu seras dans la fosse commune parce que tu peux pas y payer une tombe. Et finalement, t'es obligé de te dépasser. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas nécessairement une question de pays, mais c'est une question de mentalité et d'être dos au mur. Lorsque tu es dos au mur, tu crées un niveau de conscience, un niveau de détermination qui tu n'as pas le choix en fait.
Tu dois nourrir des gens. Tu dois te nourrir toi. Tu dois être en mesure de finir le mois correctement. Et tu vois, et ça, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Je vais le corréler avec les études. Tu sais, il y a deux types de personnes. Moi, je voyais ceux qui faisaient leurs devoirs au fur et à mesure. Moi, j'avais des évaluations, je bossais la veille. C'est-à-dire qu'il faut que je sois dos au mur pour faire les choses. Tu vois, et en vrai, ça, des fois, ça m'a desservi en tant qu'entrepreneuse parce que t'as pas ce dos au mur. C'est-à-dire que c'est toi qui te l'imposes. 100%. Tu vois. La self-discipline. La self-discipline, c'est hard. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut travailler. 100%. C'est ultra hard. À partir de là, je pense qu'on a fait un. Ouais, on a fait le tour, c'était pas mal. Franchement, merci beaucoup. Podcast. Merci à toi aussi. Il y a la version 1 qui va être disponible sur ma chaîne YouTube. Yes, sir. Je vais la mettre, ça selon comment ça va sortir et en termes de temps. Donc on met les liens directement. Donc pour le podcast signé, je peux mettre aussi ma chaîne YouTube. Avec plaisir, tu peux mettre, on va mettre ta chaîne YouTube juste en bas. Donc en bas, on va mettre la chaîne YouTube directement. Ça va te permettre de pouvoir, tout simplement pour ces infopreneurs qui ont besoin de se développer, avant de pouvoir avoir une structure, etc., de se développer, d'avoir des meilleures compétences en closing, de collecter un peu plus de cash, parce que ça va à 20-30K par mois. Passez par Anouk à vous aider à aller plus loin. Et à partir de là, je vais tout vous mettre en termes d'informations juste en bas. Et moi, de mon côté, l'idée, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être closer, tu peux être dans cette situation où tu ressens que tu peux avoir plus, que tu peux faire plus, que tu peux aller chercher plus finalement. Et tu ne peux pas te contenter de penser que tu peux avoir plus. Il faut que tu puisses agir. Et agir sans les connaissances, c'est littéralement de la folie. Parce que tu veux agir, tu veux mettre des choses en place, mais finalement, tu prends la responsabilité d'un infopreneur, par exemple. Mais cet infopreneur, il s'attend à ce que tu puisses délivrer sur son business. Il s'attend à ce que tu puisses apporter de la valeur. Donc, aller de l'avant, c'est bien. Passer à l'action, c'est bien. Je suis aussi dans ce mindset de passer à l'action, de ne pas attendre que les choses viennent à toi, etc. Mais il y a cet aspect où, si vous ressentez, vous avez ce besoin d'être aidé, d'être accompagné pour avoir les bonnes compétences, de gagner du temps et de l'argent, alors vous pouvez aller en bas du lien. Il y aura certainement quelque chose pour prendre un rendez-vous ou potentiellement connectez-moi sur Instagram directement en m'envoyant un DM Exodus. Et à partir de là, je pourrais potentiellement vous aider à aller chercher 15, 20, plusieurs milliers d'euros en tant qu'head of sales avec des bonnes offres. C'était vraiment cool. C'était lourd. Let's go. Let's go. Boom.